Bonjour à tous, bienvenue dans le cadre de cette 25e édition de Cité Philo pour une journée consacrée à l'œuvre de Jacques Bouvresse. Je reconnais parmi vous certains qui ont assisté à la rencontre de ce matin, qui nous a permis d'explorer à la fois le style de philosophie de Jacques Bouvresse et ses travaux moins connus sur la musique, mais aussi sur les relations entre démocratie, rationalité et vérité. Jacques Bouvresse nous a quittés au mois de mai dernier. Il reste avec une œuvre très forte et une œuvre qui n'a pas fini encore d'être exposée au public, avec la publication ce mois-ci de l'un de ses derniers livres. C'est pas le tout dernier. Un ouvrage consacré à Nietzsche, donc Les foudres de Nietzsche et l'aveuglement des disciples. Et donc, pour parler cet après-midi de ce livre, nous accueillons Michel Baudouin, qui est juste à ma droite, qui enseigne la philosophie, qui a travaillé pendant plusieurs années aux côtés de Jacques Bouvresse, notamment dans le séminaire dont nous avons parlé ce matin, Rationalité, Vérité, Démocratie, qui a travaillé aussi sur Nozick, avec un texte en particulier, Le libératisme et l'utopie d'Eddie Robinson. Et puis, Jean-Jacques Rosa, un peu plus à droite, professeur agrégé de philosophie et maître de conférences au Collège de France, qui dirige également la collection Banc d'essai aux éditions Agone, responsable des éditions du Collège de France, spécialiste d'Orwell. Jean-Jacques Rosa qui reviendra, c'est le 25 novembre ? C'est ça, oui. Nous parler d'ailleurs d'Orwell, toujours dans le cadre de Cité Philo. Jean-Jacques Rosa, vous aviez écrit un ouvrage qui permettait justement de donner un premier aperçu de la philosophie de Jacques Bouvresse. C'était en 1998, Le philosophe et le réel. Dans cet ouvrage, déjà, Bouvresse évoquait son rapport à ce philosophe qu'est Nietzsche. Et puis, vous avez travaillé sur Orwell avec deux publications, La politique selon Orwell en 2006 et Chronique orwellienne au Collège de France en 2019 et une publication bientôt à venir. Sur la politique selon Orwell, je n'ai fait que la préface. Très bien. Alors aujourd'hui, pour introduire la lecture de cet ouvrage, est-ce que, Jean-Jacques Rosa, vous pouvez commencer par nous le présenter le contexte d'édition, de publication de ce livre, qui s'inscrit dans un travail déjà un peu plus ancien de Bouvresse sur Nietzsche. Oui, alors l'accueil de la pensée de Jacques Bouvresse en France a souffert de deux images fausses. Celle d'un spécialiste, certes respectable dans son domaine, mais qui aurait été enfermé dans la philosophie de la logique, des mathématiques et des sciences. Bouvresse n'est pas un spécialiste, il a abordé à peu près toutes les questions de la philosophie, et avant sa mort, il s'apprêtait à aborder la question de la philosophie du droit. Bon. Et deuxième image, celle d'un philosophe rationaliste étroit, à qui l'exigence de rigueur, qu'on lui reconnaît volontiers, aurait interdit tout accès à la vraie pensée qui est libre et créatrice. Alors il me semble que l'ouvrage dont nous parlons aujourd'hui, Les foudres de Nietzsche, pourrait contribuer à défaire ces deux préjugés. D'une part parce qu'il est l'occasion de rappeler son intérêt constant pour Nietzsche. Il y a plus de 20 ans, il disait « Nietzsche, auteur fondamental pour moi ». Et d'autre part, c'est l'ultime manifestation de son regain d'intérêt pour Nietzsche ces 10 dernières années, puisque en 2014, il donne le dernier volet, le 3e volet de son triptyque sur la croyance religieuse, sous le titre « Le danseur et sa corde ». Et le danseur et sa corde renvoie, entre autres, au prologue du Zarathustra, et le sous-titre, il est question de Nietzsche dans le sous-titre. En 2020 est paru le 3e tome de sa trilogie, ou le 4e de sa tétralogie, comme on voudra, Le parler de la musique, qu'il intitule « Entre Brahms et Wagner, Nietzsche, Wittgenstein, la philosophie et la musique ». Et puis en 2016, il avait publié « Nietzsche contre Foucault », un essai où, je dirais non sans ironie, il mettait à profit sa familiarité de longue date avec les écrits de Nietzsche pour mettre en pièces un certain nombre d'idées fortes de Foucault sur la connaissance, sur la vérité et sur le pouvoir. Et le présent livre, le livre dont nous parlons aujourd'hui, finalement, c'est le prolongement. C'est le prolongement de celui-ci, de ce dernier livre,
Les deux livres forment une sorte de diptyque, le second étant plus centré sur Nietzsche directement. Et Bouvresse y revient sur un épisode qui l'avait beaucoup marqué dans l'histoire de la philosophie française contemporaine, l'invention d'un Nietzsche de gauche. Je dirais que la source première de ce livre, c'est la colère intellectuelle, la révolte contre un aveuglement des milieux intellectuels français, philosophiques et littéraires, qui sont profondément imprégnés par Nietzsche, devant une réalité qui devrait sauter aux yeux. La pensée de Nietzsche est habitée par une vision politique tout entière animée par la haine de l'égalité et de la démocratie. Elle est axée sur une conception duale de la société. Il y a les forts et les faibles, ceux qui méritent de vivre et ceux qui ne le méritent pas, ou qui ne le méritent que s'ils sont au service des forts, des dominants. Bref, Bouvresse est en colère parce qu'il estime que quand on lit Nietzsche, cette vision et cette idée doivent être pris tout à fait au sérieux et que de les passer sous silence ou les édulcorer, c'est fausser Nietzsche. Et si on veut lire Nietzsche, et Bouvresse a toujours pensé qu'il valait la peine de le faire, et il l'a toujours fait, on ne peut le faire qu'en assumant la réalité et l'importance de ce fait. Alors, dans ce livre, entre autres choses, c'est le prolongement du précédent, et il s'est plongé dans les fragments posthumes, dans ce qu'on appelle le Nachlass, qui sont maintenant accessibles en allemand directement sur Internet. Tout est en accès libre. Et il s'est plongé dedans, et il a prélevé un certain nombre de citations, il les a traduites, il doit y en avoir 180 à peu près dans le bouquin. Bouvresse a toujours eu un certain art et un certain goût pour la citation. Et ça se construit comme une sorte de mosaïque. Il n'y a pas que des textes de Nietzsche, hein, c'est pas une anthologie, mais le livre est bâti finalement sur ce regroupement et cet agencement de textes. Et une des choses qui ressort avec évidence de cet ensemble de textes, c'est précisément cette importance cruciale de la dimension politique dans la philosophie de Nietzsche. Quelques citations parce qu'il faut avoir ces citations en tête pour comprendre la colère de Nietzsche, de Bouvresse devant le silence sur tout ça. Oui, il y a des textes, il le dit dans Le philosophe et le réel, qui représentent des aspects inacceptables pour lui et qui sont sans ambiguïté. Vous pouvez nous lire du coup quelques extraits. J'en donne deux, trois, enfin je pourrais en donner bien plus. Hein. L'organisation des castes, la hiérarchie, ne fait que formuler la loi suprême de la vie. L'inégalité des droits est la condition nécessaire pour qu'il y ait des droits. Un droit est toujours un privilège. L'injustice n'est jamais dans l'inégalité des droits, elle est dans la prétention à des droits égaux. Ça, c'était dans l'Antéchrist, fragment posthume de 84. La grande majorité des hommes sont sans droit à l'existence et sont au contraire un malheur pour les hommes supérieurs. Un peuple, ça c'est par-delà le bien et le mal, un peuple est le détour effectué par la nature pour arriver à 6 ou 7 grands hommes. Autre fragment, 85. L'esclavage est la division du travail. Le type supérieur, possible seulement par le rabaissement forcé d'un type inférieur sur une fonction. Dans le contexte, on comprend que la fonction, c'est d'être travailleur à l'usine ou boutiquier, quelque part, bref, de rester à sa place. Et puis cette dernière, mais je pourrais en donner d'autres, qui est dans Le Gai Savoir, parce que Nietzsche n'est pas exactement un conservateur, ce n'est pas un nostalgique du passé. Nous ne conservons rien. Nous ne voulons également revenir dans aucun passé. Nous ne sommes pas du tout libéraux. Nous ne travaillons pas pour le progrès. Nous n'avons pas besoin de boucher d'abord notre oreille contre les sirènes du futur qui chantent le marché. Ce qu'elles chantent, droits égaux, société libre, plus de maîtres et plus de valets. Ça ne nous attire pas. Nous ne considérons tout simplement pas comme souhaitable que le royaume de la justice et de la concorde soit fondé sur la terre. Nous réfléchissons à la nécessité de nouveaux ordres, également d'un nouvel esclavage, car de tout renversement et élévation du type homme,
fait partie aussi une nouvelle espèce de réduction en esclavage, n'est-ce pas? Voilà, donc ça, ce sont quelques exemples, mais on pourrait... Ce qui est impressionnant dans le travail qu'a fait Jacques Bouvresse, c'est qu'il montre bien, son travail montre bien la continuité et la persistance de cet axe dans la pensée de Nietzsche. Donc Nietzsche a eu, du début à la fin de sa trajectoire philosophique, la conviction que seule une petite élite d'hommes d'exception, nés pour commander et pour créer, pourra engendrer la haute civilisation intellectuelle et artistique qu'il appelle de ses voeux. Le peuple est capable seulement de servir, d'obéir, mais il doit rester à sa place. L'existence de tous ces gens ne se justifie que par les services qu'ils rendent au fort, par l'essor de la grande culture qu'ils rendent possible. Sinon, ils pourraient aussi bien périr, l'humanité ne s'en porterait pas plus mal. Il y a d'autres textes, il y a des textes où il le dit explicitement. La réalisation de l'égalité à laquelle ils aspirent, à travers les idéaux du socialisme, du bonheur pour tous, à vomir, dit-il quelque part, le bonheur pour tous, signifierait la ruine de toute civilisation. Ce serait le déclin. L'égalité, déjà, les droits de l'homme, le suffrage universel, l'école pour tous, les lois sociales qui se mettent en place dans les années 1870-1880 en Allemagne et en Europe, entraînent les sociétés européennes vers le déclin. L'égalité qui progresse dans toutes les grandes nations européennes doit être impitoyablement combattue sous toutes ses formes. La société de l'avenir que nous annoncent les démocrates, les socialistes, elle est irréalisable, elle s'effondrerait sur elle-même, parce que seule une société fortement hiérarchique, qui repose sur une forme d'esclavage, sur l'obéissance, une société de caste, en clair, même pas seulement de classe, de caste, sera assez forte et assez stable pour porter la civilisation au plus haut. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, je crois, c'est que, et ce que Bouvresse met bien en lumière dans ce livre, c'est que ce ne sont pas des opinions de l'homme Nietzsche qu'on pourrait dissocier des conceptions du penseur. Ce que montre Bouvresse, c'est que toutes les idées de Nietzsche sur la morale, sur l'art, sur la culture, et sa philosophie de l'histoire, sa philosophie de l'avenir, son anthropologie et, appelons ça, malgré les discussions là-dessus, sa métaphysique, sont étroitement et inséparablement liées à cette vision. Alors Bouvresse ne prétend pas que tout chez Nietzsche serait politique, ni que cette vision serait le principe directeur et fondamental de sa philosophie. Il cite souvent les travaux de Domenico Losurdo, qui lui soutient cette thèse. Il en partage certaines analyses, mais il ne souscrit pas à l'idée que Nietzsche serait entièrement politique. Mais il est clair, pour lui, il le dit explicitement, que les lecteurs de Nietzsche qui s'appliquent à échafauder ce que Losurdo a appelé très joliment une herméneutique de l'innocence, c'est-à-dire tous ceux qui s'efforcent de passer sous silence ou de minimiser la constance, la fermeté, la brutalité, l'inhumanité de ces idées politiques, ou de les édulcorer, ou de les neutraliser, ou de les faire passer sous le tapis, ou de les traiter comme des métaphores ou des allégories, dupent leurs lecteurs et, d'une certaine manière, se dupent aussi eux-mêmes. Donc il y a une véhémence dans ce livre. Alors, quand on vous entend lire ces citations, on se demande effectivement comment il a été possible qu'un si grand nombre d'intellectuels de gauche fabriquent ce Nietzsche de gauche, politiquement marqué et coloré. Est-ce que quel besoin ont éprouvé ces intellectuels de se référer à Nietzsche, d'abord dans les années 60 et puis encore aujourd'hui, puisqu'il y a effectivement toute une histoire de ce débat sur ce que ça signifie d'être nietzschéen, pourquoi l'être, ne pas l'être, etc. Débat dont Jacques Bouvresse lui-même était totalement en retrait. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette lecture de Nietzsche par la gauche et, à contrario, sur la lecture de Bouvresse, que Bouvresse propose, sa méthode de lecture des textes de Nietzsche? Alors sur le Nietzsche de gauche, après toutes ces citations, vous devez vous dire que Nietzsche est de droite, c'est enfoncer une porte ouverte. Là, je vous citerai un autre auteur que Bouvresse appréciait particulièrement, c'est Mouzil. C'est que quand on enfonce une porte ouverte, il faut se méfier, ils ont souvent un solide chambranle. Et là, vous avez justement le chambranle est relativement solide parce que l'interprétation de Nietzsche en France est vieille.
à peu près aussi vieilles, enfin les conflits d'interprétation sur la pensée de Nietzsche et sur sa pensée politique en particulier, sont à peu près aussi anciens que l'introduction de Nietzsche en France, qui, une fois n'est pas coutume, a été traduit extrêmement rapidement. En quasiment 10 ans, toutes les œuvres de Nietzsche sont traduites par Henri Albert entre 1890 et 1900. Et le débat va commencer quasiment tout de suite. Sauf que Nietzsche n'est pas au départ accueilli par les universitaires. Il est plutôt accueilli par des avant-gardes, par des artistes, par des espèces de francs-tireurs. C'est beaucoup plus tard qu'il va être en quelque sorte officialisé comme un auteur acceptable aux yeux de l'université. Et même si, en fait, on en débat assez vite, en particulier chez les germanistes, mais pas forcément chez les philosophes. Et donc, on va voir que... je vous donne 2-3 exemples pour vous montrer à quel point c'est un débat qui a été houleux. Alors, premier exemple, 1927, vous avez un grand philosophe français, aujourd'hui oublié, qui était un néo-kantien, Léon Brunswick, qui va disqualifier Nietzsche en caractérisant comme un anti-moraliste, un anti-socialiste, un anti-démocratique, un anti-féministe, un anti-intellectualiste, un anti-pessimiste, un anti-religieux. On peut penser que Brunswick avait l'œil, mais il s'agit pour lui de montrer que Nietzsche n'est pas un bon philosophe pour la République. Trop amateur, trop réactionnaire. On se dit, l'affaire est close, on sait depuis le départ que Nietzsche est de droite, tout est bon. Sauf que si par exemple vous prenez Proust, vous allez voir, à l'ombre des jeunes filles en fleurs, un des personnages les plus célèbres de la recherche apparaît, c'est Saint-Loup. Saint-Loup, donc un guermantes, aristocrate honteux, qui est aussi, mais qui se trouve être socialiste et lecteur de qui ? De Nietzsche et de Proudhon. Alors, Proust ne se pose pas la question dans le roman, à ma connaissance, peut-être que si, il faudrait vérifier. Est-ce que ces deux références sont cohérentes ? Est-ce qu'on peut être à la fois proudhonien, c'est-à-dire anarchiste, et nietzschéen, en dehors d'un roman de Proust ? En fait, oui. Vous avez Victor Serge, qui était proche de la bande à Bono, un anarchiste individualiste, qui a écrit en espagnol tout un tas d'articles sur Nietzsche, où il discute de sa position par rapport à Nietzsche, et où il essaie de se dire, est-ce que nous autres anarchistes pouvons faire un usage de cet auteur ? Mais Victor Serge, lui, est conscient du problème politique que pose Nietzsche à cette époque. Et si je termine un petit peu ce tour de table des interprétations Nietzsche avant-guerre, si on se penche du côté de l'action française, donc les royalistes, antisémites, enfin les tutti quanti, ils n'aiment pas beaucoup Nietzsche. Nietzsche est un peu trop allemand, un peu trop romantique, pas assez classique, et ils le voient comme une espèce de révolté. Donc, ça ne va pas non plus pour eux. Alors là, on pourrait déjà se dire, Nietzsche, il y a tout dedans. On peut lui faire dire ce qu'on veut. Après tout, on peut l'interpréter dans le sens qui nous plaît, en fonction des citations qui nous plaisent. On verra que justement, l'interprétation de Bouvresse repose sur le présupposé que ça, c'est faux. Qu'on ne peut pas faire dire ce que l'on veut à Nietzsche et que toutes les citations ne sont pas contradictoires. On y viendra plus tard. Et à partir de là, on peut se demander d'où vient ce Nietzsche de gauche. Historiquement, il s'impose dans les esprits français en même temps qu'il s'impose un peu à l'université. Vous avez 2 grands moments clés. Là-dessus, je vous renvoie à un livre de Louis Pinto qui s'appelle « Les Neveux de Zarathustra ». Si vous n'êtes pas allergique à l'explication sociologique des opinions philosophiques, moi je ne le suis pas du tout, je trouve ça super intéressant, allez-y, puisqu'il fait une espèce d'étude où il montre qui introduit Nietzsche, pourquoi, à partir de quelle position sociale et quelle position aussi universitaire. Bon. Et là, vous avez 2 grands moments. Vous avez le colloque de Royaumont, 64, où Nietzsche est introduit, entre autres, par Martial Guéroult, philosophe au Collège de France, un grand historien de la philosophie. Mais vous avez déjà Deleuze, vous avez Foucault, vous avez un petit peu, en quelque sorte, la relève. Et ensuite, à Cerisy, c'est 72, Cerisy ? Ouais. 72 en Cerisy. Et là, vous avez, c'est à partir de ça, à partir de ces années-là, 70, où vous avez Derrida et Deleuze essentiellement, qui s'écharpent un petit peu autour de l'appropriation de Nietzsche. Et alors, ce Nietzsche de gauche, en quoi consiste-t-il ? Cet être mystérieux et chimérique. Moi, je pense qu'on peut le comprendre de façon caricaturale à la lumière du slogan de 68, « Tout ce qui bouge est rouge ». On pourrait aussi le comprendre à partir d'une question un peu comique du type « Héraclite était-il de gauche ?» Bon, ici, qu'est-ce que je veux dire ? C'est que Nietzsche est un philosophe de la vie, un philosophe du devenir, du gai savoir, de la danse, du dionysiaque. Il est cool. D'une certaine manière. Alors, il n'a pas écrit de lourds traités pesants, vous n'avez pas la cri pure, d'accord, qui a assommé un grand nombre d'étudiants au cours des décennies. Il a des aphorismes qui sont percutants et drôles, ainsi que des poèmes. Et enfin aussi, ça peut être plus du côté foucaldien, c'est un philosophe subversif, qui nous propose de découvrir, grâce à la généalogie,
Quelles horreurs se cachent derrière les notions que la tradition présente comme sacrées, la science, la morale, la religion chrétienne, etc. Ce qu'on oublie souvent de nous dire, c'est que les horreurs qui se cachent derrière ces vénérables institutions ne sont pas des horreurs toujours pour Nietzsche. Donc, bon, ici, c'est là que peut-être, je pense, ce Nietzsche de gauche commence à exister. Et c'est un Nietzsche qu'on va plus retrouver, effectivement, ça c'est ce que dit Pinto, il y a une espèce de conflit au sujet de Nietzsche entre une espèce de pôle scientifique de la philosophie et un pôle artiste. Et très très souvent, c'est le pôle artiste qui va tirer Nietzsche à gauche en ignorant une partie des œuvres qui l'intéressent, enfin, qui nous intéressent nous, aujourd'hui. Alors, c'est quand même un problème, parce qu'on sait que nombreux sont les philosophes dont les thèses ne sont pas tout à fait séduisantes. Combien de philosophes ont eu des positions racistes, misogynes, des positions politiques, à Platon et d'autres, qui nous font problème. Mais pour autant, ils n'ont pas fait l'objet peut-être d'une telle construction, d'une telle fabrique, avec cette image dont Nietzsche a bénéficié. La lecture que Bouvresse propose, c'est aussi une lecture qui s'appuie sur ce refus de faire abstraction d'une partie des propos de Nietzsche, une lecture peut-être plus attentive, plus rigoureuse, plus systématique. Quelle est sa méthode de lecture ? Ouais, je dirais d'abord... Je commence par les méthodes de lecture des autres ou... Vas-y, si tu veux. Vas-y. Ouais, je t'en prie. On va peut-être partir, avant d'en arriver à la méthode de lecture de Bouvresse... comment les autres le lisent. Comment les autres le lisent. Oui. Alors, je vais être méchant, pour changer. Donc c'est le bad cop et le good cop. C'est comme ça que ça s'est réparti. Donc ça peut se retourner. Ça peut se retourner, c'est ça. Donc, bon, je vais être un peu caricatural, un peu polémique. C'est voulu, je grossis le trait. Évidemment, il y a tout un tas de choses intéressantes qui sont faites dans la tradition que je vais gentiment écharper. Ici, je crois qu'il faut quand même partir d'un fait, c'est que toute une partie des interprétations françaises de Nietzsche repose dans les années 70 sur des principes méthodologiques qui, de fait, accordent un pouvoir exorbitant à l'interprète. Comme le disait Deleuze, alors dans l'Abécédaire, c'est pas une source officielle, mais presque, c'est lui qui l'a dit, hein, tout va bien. Et on pourrait, à mon avis, étendre cela dans une certaine mesure à Foucault et Derrida. Comme dit Deleuze, pour lui, commenter un auteur, c'est lui faire un enfant dans le dos. Et il ajoute, sauf avec Nietzsche, car là, c'est lui qui nous fait un enfant dans le dos. Au vu des enfants illégitimes prêtés à Nietzsche, je peux douter de la véracité de la dernière concession de Deleuze. Bon, alors, les principes méthodologiques, j'ai essayé de les formaliser en 3, donc c'est brutal. Premier principe, si vous voulez, c'est que la pensée d'un philosophe a toujours un impensé que ne peuvent bien penser que les commentateurs. Soit dit en passant, ça permet d'identifier la philosophie avec l'histoire de la philosophie. Les bénéfices symboliques sont énormes. Une fois que vous commentez Nietzsche, vous êtes à hauteur de Nietzsche, d'une certaine manière, puisque c'est vous qui le comprenez mieux que lui-même ne pouvait se comprendre. Et à partir de là, pour un... Comment dire, alors c'est un pensée, ça peut être l'inconscient, ça peut être le signifiant, ça peut être l'infrastructure, ça peut être la métaphysique occidentale, ce que vous voulez. Mais il y a un impensé, c'est vous qui allez le décoder, et c'est vous qui allez dire en quelque sorte le dernier mot de l'œuvre. Et donc, alors en un sens, ce n'est pas faux, parce qu'on ne contrôle jamais vraiment tout ce qu'on dit, ni les présupposés, ni toutes les implications. Malgré tout, ça peut ouvrir la porte à beaucoup d'errance herméneutique, disons. Surtout si on ajoute à ce premier principe, donc il y a toujours un impensé qui commande la pensée de l'auteur, c'est l'idée qu'une grande philosophie n'est pas vulgairement déterminée par son époque, et tout particulièrement par des éléments prosaïques tels que le milieu social. C'est cette pensée-là qui va déterminer son époque. Et grâce à ce principe, il est tout à fait justifié de ne tenir aucun compte du contexte. On peut lire la philosophie sous le point de vue de l'éternité. Elle n'est pas inscrite dans son histoire, puisque c'est elle qui détermine l'histoire. Et donc, si on associe les deux principes, qui sont un peu contradictoires à certains niveaux, la teneur véritable d'une philosophie n'est déterminée ni par son auteur, ni par son époque, mais par son interprète. Et donc, à partir de là, ça peut aller assez loin, surtout si j'en tire un troisième principe assez ironique, j'avoue, mais qui a été appliqué à Nietzsche de façon, à mon avis, extensive, c'est que ce qui contredit littéralement l'interprétation faite de l'auteur par l'interprète doit être compris métaphoriquement. Donc, et ici, vous avez... donc, si je veux un Nietzsche de gauche, toutes les idées de droite qu'il exprime ne doivent pas être comprises platement.
Nietzsche dit qu'il doit y avoir des esclaves. Non, mais attends, c'est des esclaves dans la pensée. Alors, j'aimerais qu'on me présente un esclave dans la pensée. Je doute qu'il soit beaucoup plus... Enfin, si, il doit être beaucoup plus heureux qu'un véritable esclave. Mais si vous voulez, ici, l'idée, c'est qu'à partir du moment où l'idée est déplaisante, il faut lui donner une autre profondeur pour la situer à son véritable niveau. Donc, autrement dit, encore, si je comprends trop facilement une idée déplaisante, c'est qu'il me faut l'interpréter jusqu'à ce qu'elle me convienne. On peut aussi l'ignorer. Et donc, à partir de là, je pense que c'est comme ça qu'on peut aussi fabriquer un Nietzsche de gauche. Et donc, Jean-Jacques va vous parler de la façon dont Bouvresse, lui, a essayé de lire les choses, qui était sans doute plus modeste. Oui, volontairement modeste. Alors, d'abord, un des premiers soucis de Bouvresse, c'est de lire tous les textes, de refuser de se focaliser sur certains textes auxquels on fait jouer, quelquefois pour de bonnes raisons, mais quelquefois pour de mauvaises raisons, un rôle essentiel. Par exemple, on sait que ceux qui connaissent un peu Nietzsche, la réception de Nietzsche en France dans ces années-là, savent que le texte de jeunesse de Nietzsche, qui s'appelle « De la vérité et du mensonge au sens extramoral », est devenu une espèce de texte fondamental sur la vérité. Ce serait le dernier mot, d'une certaine manière, de ce que Nietzsche a pensé sur la vérité. Or, c'est un texte de jeunesse, et Dieu merci, c'est pas le meilleur, et surtout sur la vérité, Nietzsche a dit des choses fort complexes, fort discutables, sur certains points, sur d'autres remarquables, mais c'est un peu réducteur que de se contenter de ce texte-là. La deuxième, c'est l'inverse de ce que disait Michel à l'instant, c'est de s'intéresser aussi au contexte, de s'appuyer sur les historiens tout court, de s'appuyer sur les historiens des idées, et d'essayer de comprendre dans quel contexte l'auteur se place. Et puis surtout, c'est de laisser parler les textes, de refuser de se placer en surplomb, de laisser les agencements se faire petit à petit et de laisser les lignes de pensée émerger, de ne pas se croire plus malin que l'auteur, de refuser de se croire plus malin que l'auteur. Et donc de refuser la prise de pouvoir sur le texte que cette attitude implique. Alors évidemment, de nombreux commentateurs, en tirant argument de la non-systématicité de la philosophie de Nietzsche, et même des fortes tensions qui la traversent, et du caractère protéiforme de son œuvre, de sa puissance littéraire et poétique, en ont conclu que Nietzsche avait dit tout et son contraire. On trouve une déclaration de Derrida que je trouve remarquable. Tous les énoncés, avant et après, à gauche et à droite, sont possibles. Nietzsche a tout dit à peu près. Et nécessairement contradictoire. Il a dit les choses les plus incompatibles entre elles et il a dit qu'il les disait. Derrida appelle ça la duplicité contredisante. C'est une jolie formule, mais c'est une formule en réalité qui autorise tous les coups de force interprétatifs sur l'œuvre. Mais j'ai envie de dire que les textes parlent contre. Il y a évidemment des incohérences chez Nietzsche, il y a évidemment des tensions, pour ne pas dire des contradictions sur un certain nombre de points, ou en tout cas des idées qu'il est difficile de concilier, ou dont on peut se demander, dont on a envie de demander à Nietzsche, mais comment tu concilies ça ? Mais si on prend de la peine de le lire pas à pas, comme fait Bouvresse, et puis de relier les fils entre eux, on voit apparaître des constantes, des arguments. Il y a des arguments chez Nietzsche. Nietzsche n'est pas un philosophe anti-argument, comme l'est la philosophie française depuis les années 60, des arguments, des positions fermes, des distinctions claires et aiguës. Nietzsche est un excellent philosophe, un philosophe assez extraordinaire même, et génial sur un certain nombre de questions. Et on peut affirmer tranquillement d'un certain nombre d'idées qu'elles étaient les siennes, et qu'il y en a d'autres, qu'elles n'ont jamais été les siennes, et qu'il les a combattues. Autrement dit, et c'est aussi un autre présupposé des démarches de Bouvresse, quel que soit l'auteur auquel il s'est appliqué d'ailleurs, c'est pas parce qu'on traite de morale et de politique que l'exactitude et la précision doivent être mises de côté. Dans ces domaines, évidemment, l'exactitude et la précision s'exercent d'une autre manière que dans les sciences de la nature ou que dans la philosophie des sciences. Bouvresse est le premier à reconnaître cette différence-là. Mais on peut rechercher et trouver l'exactitude et la précision dans les domaines de l'âme, pour parler comme Mouzil.
Et ça le conduit alors à une forme d'écriture qu'on retrouve bien dans ce livre, qui est l'essai. Je pense que la forme favorite, Bouvresse a été un remarquable professeur, et donc il y a un certain nombre de ces textes qui sont des cours ou qui ressemblent beaucoup à des cours, mais il n'y en a aucun qui ressemble à des traités, à un traité, de quelque forme que ce soit, ni même à une dissertation. Sa forme favorite du point de vue de l'écriture, on en a déjà parlé ce matin, c'est l'essai conçu comme une conversation avec l'auteur et avec le lecteur. Et il y avait des moments, j'ai pas mal préparé et travaillé une fois que Jacques Bouvresse avait terminé ce texte, comme d'habitude, je suis allé retravailler sur les notes, les références, mettre tout ça un petit peu en ordre, et le préparer surtout pour l'édition. Et il y a des moments où je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait avec Nietzsche ? Il est en train de faire une sorte de conversation, ils sont en train de se promener quelque part en montagne, et puis il dit à Nietzsche, ouais, là je te suis, ça c'est intéressant, mais ça me donne une idée d'ailleurs. Ah ben non, là t'exagères. Et puis là tu te contredis, attends, c'est quoi que tu nous racontes là ? Et puis là tu délires, ça tient pas debout, puis c'est insensé, c'est monstrueux, ça me choque. Et à d'autres moments, ouais, mais tu dis ça, mais si tu dis ça, tu devrais dire B, et si tu dis A, tu devrais dire B. T'es sûr que tu veux dire B ? Oui, ça colle pas trop avec ce que tu nous dis ailleurs quand même. Vous voyez, ce genre de... Je dirais, c'est l'essai bouvressien comme une conversation avec l'auteur, avec les lecteurs. Michel m'a suggéré, l'idée vient de lui, qu'il y avait une certaine analogie avec la démarche d'un Montaigne. Non pas que Bouvresse parle de soi, il n'en parle jamais, mais le côté un peu par saut et par gambade, les textes de Bouvresse, ça fait partie de leur charme, mais aussi quelquefois de leur difficulté, ont un caractère assez rhapsodique. Il parle pendant 3 pages d'un sujet, puis après il a l'air de glisser sur autre chose, comme dans une conversation. Et puis un chapitre plus tard, il reviendra et on s'apercevra qu'en réalité l'idée entre-temps, elle a progressé, ou bien il la prend sous un autre angle. Et donc ces livres se présentent comme une conversation à la fois savante et ironique, mais en même temps dans un langage non technique, avec des auteurs connus ou inconnus. En l'occurrence, Nietzsche, c'est connu, mais il a quelquefois des conversations et des essais sur des auteurs beaucoup moins connus, où il mêle des formules un peu incisives, des grandes citations, des commentaires détaillés, des digressions, des polémiques, et qui ne se conclut jamais. Qui ne se conclut jamais parce que ce qui intéresse avant tout Bouvresse, c'est les problèmes, c'est de définir correctement, de poser exactement les problèmes, d'explorer un certain nombre de voies de réponse et de faire son travail, mais de laisser aussi au lecteur la tâche de faire le sien. Si l'essayisme, si la question de l'essayisme vous intéresse, je vous signale, parce que c'est un texte que je n'ai jamais vu cité par personne, or je le tiens pour très important dans l'œuvre de Bouvresse, c'est le dernier chapitre de son livre sur Mouzil, de son gros livre sur Mouzil, La voie de l'âme et les chemins de l'esprit, qui s'appelle « Précision et passion, le problème de l'essai et de l'essayisme dans l'œuvre de Mouzil ». Inutile de vous dire que c'est le problème de l'essai et de l'essayisme en général à partir de Mouzil. C'est un long essai de 70 pages, et c'est à mon avis un des essais sur l'essai les plus remarquables qui a été écrit, mais qui est un petit peu noyé dans ce gros volume où il est question de la voie de l'âme. Voilà. Alors, en lisant les analyses de Jacques Bouvresse, notamment dans ce livre, on se rend compte que ce qui facilite pas la tâche pour nous, pour faire notre tri entre ces différentes lectures de Nietzsche, c'est que chez des philosophes, comme Foucault par exemple, c'est évidemment pas le seul, ou chez certains penseurs de gauche, il y a des thèses communes avec Nietzsche. Mais le problème, c'est que les raisons de soutenir ces thèses ne sont absolument pas les mêmes chez les uns et les autres, ce qui rend suspect, à terme, l'adoption même de certaines de ces thèses. Si je prends par exemple la science, on sait qu'il y a, alors là je vais faire encore une fois, du Foucault pas du tout dans le détail et qui peut-être ne rendra pas justice complètement aux détails de ce que dit Foucault, mais on sait que chez Foucault et chez un certain nombre d'intellectuels de gauche, ou qui se présentent en tout cas comme tels,
il y a la revendication d'une aversion assez profonde pour la dimension faussement objective, voire élitiste ou autoritaire de la science. Selon ces penseurs, il vaudrait mieux, par exemple, être attentif à la dimension historique et culturelle de production des discours scientifiques ou des vérités scientifiques, qui d'ailleurs ne sont pas des vérités à proprement parler, mais plutôt des effets de dispositifs de pouvoir. Donc je dis tout ça très très vite. Mais cette aversion que Nietzsche éprouve parfois envers la science, elle a, elle, une toute autre justification. Ce qui gêne Nietzsche vis-à-vis de la science, c'est au contraire que la science lui apparaît comme profondément démocratique. Et la vérité est plutôt un instrument des faibles contre les puissants pour lui. Vas-y. Alors, l'idée que la vérité est un instrument des faibles contre les puissants, je pense qu'elle est plutôt du côté de Chomsky et de Bouvresse que de Nietzsche, telle qu'elle. Parce que pour Nietzsche, la vérité est insupportable aux faibles, c'est-à-dire à peu près à toute l'humanité, en dehors, exception faite, des surhommes, qui, eux, sont capables, pour une raison qui nous échappe, de voir les choses telles qu'elles sont. Alors, ici, je joue un peu sur le sens du mot faible et vérité. Mais il faut aussi souligner par rapport à cette question de la science et de la vérité que, alors ça peut paraître étrange pour un certain nombre d'entre vous, c'est que Nietzsche dissocie complètement science et vérité. Donc pour lui, ce sont deux choses différentes, puisqu'il tire un peu toutes les conséquences de la doctrine attribuée à Héraclite, selon laquelle tout devient, et rien ne reste jamais identique à soi. Et donc, vous connaissez tous toutes peut-être la citation « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve », qui était censé illustrer cette idée. Nietzsche aurait pu dire même pas une seule fois. Donc ici, c'est parce que c'est une des vérités essentielles, peut-être la vérité ontologique ultime aux yeux de Nietzsche, qui est que tout devient. Et donc c'est quoi cette idée? Je vous dis, c'est qu'aucune chose ne reste identique à elle-même. Donc A égale A, un des principes essentiels de toute pensée humaine, est faux. C'est une simplification, c'est ce qu'il appelle un cas identique. C'est une généralisation abusive qui ne rend pas justice au devenir, d'une certaine manière. Et à partir de là, toute identification, toute reconnaissance est une falsification. Dans la mesure où elle va nier le devenir, dans la mesure où elle va supposer que la chose est suffisamment constante pour rester dans son être. Et dans la mesure où la science repose sur l'idée qu'il y a des constantes dans la nature, la science est en quelque sorte la falsificatrice suprême. Donc, puisqu'elle annule toutes les différences, elle annule toutes les inégalités, puisque Nietzsche passe très très facilement du concept de différence à celui d'inégalité, puisque les différences, ça va être quoi? Ça va être des différences de force, entre des forces, il y a des différences, c'est des inégalités. Donc il y a une force qui en domine une autre. Bon. À partir de là, la science, en égalisant tout, représente une espèce de démocratisme ontologique. On va dire ça comme ça, ou nihilisme, si vous préférez. Et alors après, on peut se demander c'est quoi le rapport entre démocratie ontologique, si ça existe, et démocratie politique. Là, on a peut-être une idée de ce que ça signifie. Alors on pourrait contester l'existence d'un tel rapport, dire il n'y a absolument aucun rapport entre l'ontologie, c'est-à-dire la façon dont on va dire que l'être est, et la façon dont les êtres humains s'organisent. Bon, ici, à mon sens, pour Nietzsche, là je reprends une idée que Bouvresse expose au sujet de Spengler. Je crois que Nietzsche et Spengler après lui défendent l'idée de l'unité de toutes les manifestations culturelles. C'est-à-dire que la science d'une époque exprime la même idée que la religion d'une époque, ou que l'art d'une époque, ou que la philosophie d'une époque. Et donc, si c'est la science qui domine, il n'est pas étonnant que ce soit aussi l'âge de la démocratie, et qu'il y ait un rapport profond, inaperçu de tous, entre science et démocratie. Mais ça implique aussi que ce sera l'âge du nihilisme. Et donc, d'où la condamnation d'une certaine condamnation de la science, qui incarne en quelque sorte l'âge misarchique. Misarchique, c'est-à-dire de haine de la hiérarchie, et des choses telles qu'elles devraient être, c'est-à-dire classées par inégalité de force. Donc voilà pour science et vérité. Alors, cette question de la vérité, elle est évidemment centrale dans toute l'œuvre de Jacques Bouvresse et dans ce livre précisément. À travers le commentaire des textes de Nietzsche, il y a aussi tout un cheminement pour réfléchir à la conception de la vérité, à ce que c'est que la vérité, et une tentative pour penser la vérité non pas comme un effet de langage ou un effet de pouvoir. Le problème avec
avec lequel Nietzsche s'est affronté semble d'ailleurs plutôt être celui d'une sorte d'attractivité supérieure, de séduction du mensonge et de l'erreur par rapport à la vérité. Qu'est-ce qui fait que nous tenons plus volontiers pour vrai le mensonge que la vérité elle-même? Question très actuelle. Jean-Jacques, tu m'écoutes, hein? Oui, non, mais tu l'as très bien dit. Et autre question de Nietzsche, qui est une question qui était pour Jacques Bouvresse une vraie question, et une excellente question, et qui présente chez lui à divers moments de son œuvre. Quel degré de vérité sommes-nous capables de supporter? Est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas une histoire de fort ou de faible là, mais quel degré d'illusion, parce que des illusions, Nietzsche s'en est fait un certain nombre, lui aussi, et ceux qui se prétendent les plus forts ne sont pas les moins victimes d'auto-illusion, mais quel degré de vérité sommes-nous capables de supporter? Est-ce qu'il n'y aurait pas une certaine dose d'illusion qui serait nécessaire à la vie humaine? Ça, par exemple, c'est une question nietzschéenne que Bouvresse accepte tout à fait et dont on voit, il ne l'a jamais traitée thématiquement, si vous voulez, mais elle est présente dans son œuvre à différents moments. Donc, dans la réflexion extrêmement complexe et diverse et riche de Nietzsche sur la vérité, comme par exemple tous les textes où Nietzsche explique que c'est pas le fait de mourir pour une idée qui la rend vraie, par exemple, et que le degré d'engagement dans une vérité, au nom d'une vérité, ne prouve rien du tout quant à la vérité. Ça, c'est typiquement le genre d'idée auquel Bouvresse souscrit et qui pense ce Nietzsche moraliste, au meilleur sens du terme, enfin héritier des grands moralistes français, ce Nietzsche-là, ce Nietzsche qui ne veut pas se laisser duper. Mais peut-être que je peux lire ce qu'il disait, peut-être ça vaut la peine au point où nous en sommes, que je vous lise ce qu'il disait sur Nietzsche, parce qu'on pourrait se poser la question, après cette mise en pièce du Nietzsche de gauche et de l'idée qu'il y a chez Nietzsche tout un pan de sa pensée, tout un axe de sa pensée qui est proprement insupportable pour quiconque a quelques convictions démocratiques, libérales et humanistes, ou tout simplement humaines, ou un certain sens de la décence humaine, comme disait l'autre. Qu'est-ce qui intéressait Qu'est-ce qui chez Nietzsche intéressait Bouvresse? C'est une question que j'avais posée dans le livre d'entretien de 98, dans Le philosophe et le réel. Et je lui demandais quel est votre usage de Nietzsche, comment le lisez-vous? Sa réponse: j'ai envie de vous répondre à ma façon. C'est un auteur que je qualifierais de fondamental pour moi, mais d'une façon qui est très personnelle et même un peu clandestine. Je n'ai jamais supporté le nietzschéisme français des années 60-70, qui me paraissait relever plutôt de la mythologie ou de la religion que d'autre chose. On essayait de nous persuader que tout en Nietzsche était grand, même sublime. Ce n'était pas seulement un psychologue et un moraliste extraordinaire, ce que Bouvresse assume évidemment, mais aussi un épistémologue, un philosophe du langage, ce qui me paraissait tout bonnement ridicule. Ce que j'ai apprécié chez Nietzsche, ce n'était évidemment pas le Messie ou le prophète, un aspect qui m'intéresse peu et me répugne même assez profondément, mais l'ironiste. Je l'ai lu à cause de l'ironie impitoyable qu'il applique à tous les faux semblants, aux idéaux mensongers, aux mystifications moralisatrices de toutes sortes. Si on est attiré, comme je le suis, par une forme de rationalisme satirique, c'est-à-dire si on pense que la philosophie n'est surtout pas faite pour se raconter des histoires et tenir un discours idéaliste et consolateur, on a tendance à toujours revenir à Nietzsche. Et il ajoutait: il est vrai, été beaucoup moins séduit par un certain nombre d'aspects de la pensée de Nietzsche, que je trouve suspect et même inacceptable, et qui ne semblait pas gêner les Nietzschéens français. Et déjà, il y a 20 ans, c'était le même discours qu'il tenait. Quel que soit le sens qu'il convient de donner à cette formule, je n'ai jamais eu de sympathie pour l'idée qu'il faut défendre les forts contre les faibles. Nietzsche étant plutôt, autant qu'on sache, en politique, un défenseur de la hiérarchie, de l'autorité et de la tradition, il est sûrement impossible de s'accommoder en tout point de lui quand on a, comme c'est mon cas, des convictions démocratiques et égalitaires. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, dans les débats entre Nietzschéens et anti-Nietzschéens, Bouvresse a toujours joué sa
comment je dirais, sa partie personnelle. J'aurais envie de dire, en boutade, il est peut-être plus nietzschéen que les nietzschéens sur un certain nombre de questions concernant la vérité. Il est sûrement plus anti-nietzschéen que beaucoup et que tout le monde dès qu'il s'agit de politique chez Nietzsche. Et ça fait partie, je pense, on en a parlé un petit peu ce matin, mais d'un des traits des lectures que faisait Jacques Bouvresse des auteurs. Il ne pensait jamais qu'il fallait prendre les auteurs comme un tout dont il faudrait tout accepter et glorifier et défendre à tout prix au motif que c'était un grand penseur. S'il y a une ânerie, et il y en a chez les plus grands penseurs, il faut reconnaître que c'est une bêtise, et puis c'est une bêtise. S'il y a une auto-illusion chez un penseur dont on peut comprendre qu'il l'a eu en raison de... Mais bon, c'est une illusion, et puis il faut expliquer que c'est une illusion. Et s'il y a un argument qui est monstrueux, qui est complètement faux, qui ne tient pas logiquement, il faut le dire. Et si à côté, il y a un argument qui est fort ou une idée qui est forte et qui est originale et qui est neuve et qui peut permettre, si on la reprend, d'aller plus loin, il faut le dire. Et autrement dit, il était à l'opposé de cette idée profonde de la philosophie française dans sa forme la plus académique, Guéroult, ou dans sa forme la plus officiellement subversive, disons les lectures à la Deleuze ou à la Derrida, à refuser l'idée que un philosophe devait être pris nécessairement comme un tout et qu'il fallait, d'une manière ou d'une autre, pouvoir tout justifier, au moins du point de vue de l'auteur. C'est quelque chose qui ne l'intéressait pas du tout. Ce qui l'intéressait, c'était qu'est-ce que je peux apprendre. Et il employait ces termes-là toujours. Est-ce que je peux apprendre de cet auteur, apprendre sur le monde, sur la vie, sur les hommes, sur la pensée, qu'est-ce que je peux apprendre? Et puis à quel moment on est en train de me raconter des histoires, et il se méfiait évidemment, on en parlera peut-être un peu, du genre d'emprise que les philosophes sont capables d'exercer les uns sur les autres et sur le public. L'emprise des philosophes, le pouvoir des philosophes dans le domaine de l'esprit a été pour lui une question majeure. C'est la critique de cela et la volonté. Comment ne pas faire de la philosophie sans exercer de pouvoir sur les esprits, à mon avis, a été sa morale de philosophe reposait beaucoup sur cette idée-là. Oui, au sujet des portes ouvertes qu'on enfonce avec vigueur, je voulais y revenir parce que là, vous allez vous dire, Jean-Jacques Rozat nous a expliqué qu'en fait, on avait le droit de critiquer les philosophes. Alors vous allez vous dire, la belle affaire. Alors, je vais vous dire que récemment, là, il y a une semaine, je crois, il y a un article qui est sorti sur Slate FR qui rendait compte, faisait un compte rendu du bouquin de Bouvresse sur Nietzsche. Et le début est un petit peu élogieux. Ils sont prêts à lâcher Nietzsche en race campagne. Ils se rendent compte que c'est quand même compliqué. Sur la politique. Sur la politique. En revanche, quand on arrive à la critique de Deleuze et de Foucault, tout d'un coup, les choses deviennent horribles. Et en particulier, il y a un petit passage de cet article qui me fait penser à ce que disait Jean-Jacques sur une opposition entre une lecture holiste et une lecture... Enfin, il faut prendre en compte la totalité de l'œuvre et une lecture que je pourrais qualifier peut-être d'analytique ou de partielle, on va prendre des bouts et puis on va dire des choses. Et justement, dans son bouquin, Bouvresse critique une distinction fondamentale chez Deleuze, et qui est fondamentale, si on veut comprendre le Nietzsche de gauche, entre volonté de pouvoir et volonté de puissance. Elle est dans Nietzsche et la philosophie. Et Deleuze s'appuie sur un texte allemand, et en fait, il se trouve que le texte a été mal traduit, mal édité, et que ce texte est faux. Et donc Jacques Bouvresse qui a été voir les textes, lui, met les choses un petit peu en ordre en disant voilà, il y a tel texte, on peut le traduire comme ça, la version de Deleuze c'était ça. On pourrait dire c'est pas très très grave, Deleuze avait un texte, le texte était faux. On corrige l'interprétation. Alors ça a une grosse conséquence, c'est-à-dire que Deleuze allait dire la volonté de pouvoir c'est bon pour les soldats, c'est bon pour les généraux, c'est bon pour toutes ces brutes là, alors que la volonté de puissance, ça c'est les artistes, c'est l'enfant, c'est tous ces êtres surnaturels qui nous inondent de leur vision. Donc évidemment c'est un texte important. Et l'auteur de l'article réagit en disant mais c'est un scandale. Bouvresse n'a pas pris en compte toute l'œuvre de Deleuze pour juger ce passage. D'une certaine manière, c'est inconcevable de critiquer juste 3 pages dans un livre. Encore aujourd'hui. Donc c'est une porte ouverte, mais qui est insolite chambranle. Donc voilà, c'était pour donner une illustration de ce que tu disais.
Alors, je voulais revenir sur ce que tu mentionnais juste avant, Jean-Jacques, à savoir le rapport du philosophe à la vérité et à la vérité comme instrument de pouvoir. On a le sentiment que, quel que soit son rapport à la vérité, pour beaucoup de philosophes eux-mêmes, le philosophe occupe une place spéciale qui semble l'exempter de cet attrait de l'illusion dont Nietzsche nous mettait en garde et qu'on a évoqué à l'instant. C'est-à-dire que je crois que l'idée de Bouvresse, c'était que... Il faudrait que je retrouve ma citation dans mes notes, excusez-moi. Oui. Je disais à l'instant que cette question... Parce que le lieu commun, c'est que la philosophie, parce qu'elle est la philosophie, est libératrice. Qu'elle est libératrice de l'esprit. Et je pense que c'est une illusion, que c'était pour Bouvresse une illusion, et que la philosophie, comme beaucoup de choses, elle peut être la meilleure et la pire, elle peut être effectivement libératrice, et elle peut être aussi une forme de domination sur les esprits, une forme d'emprise sur les esprits. Et là, il y a un passage que j'aimerais lire, alors c'est pas à propos directement de Nietzsche, c'est dans un petit texte de Bouvresse sur Mouzil, le premier petit essai qu'il a écrit sur Mouzil dans les années 70, qui s'appelle joliment « La science sourit dans sa barbe ». C'est le titre d'un chapitre de L'homme sans qualité, si mes souvenirs sont bons. Et il écrit ceci. C'est Bouvresse qui parle là. « L'exercice de la philosophie requiert un tempérament dictatorial et guerrier dont Ulrich, le protagoniste, le héros, si je peux dire, enfin, le personnage principal de L'homme sans qualité, est foncièrement dépourvu. » Citation de Mouzil. « Les philosophes sont des violents qui, faute d'une armée à leur disposition, se soumettent le monde de la manière qui consiste à l'enfermer dans un système. » Ou on pourrait dire dans une conception du monde. Bon. Fermez les guillemets, Bouvresse poursuit. « L'entreprise philosophique tend naturellement à la constitution d'une vision du monde achevée et définitive qui représente l'équivalent de la tyrannie politique dans l'ordre de l'esprit. » Et là vient une citation du journal de Mouzil. « Une victoire spirituelle, remarque Mouzil, est à proprement parler plus effroyable qu'une victoire guerrière. » Bouvresse commente, un philosophe conséquent, c'est-à-dire qui n'accepte pas seulement la guerre, mais également le risque de la gagner, appartient toujours réellement ou potentiellement à la race des dictateurs spirituels dont le règne a précédé, selon Mouzil, celui des dictateurs politiques. Nouvelle citation de Mouzil. « Longtemps avant les dictateurs, notre époque a engendré la vénération des dictateurs dans l'ordre de l'esprit. » Vous voyez George, le grand poète allemand, puis également Krauss et Freud, Adler et Jung, ajoutez encore Klages et Heidegger. L'élément commun est sans doute un besoin de maîtrise et de commandement de l'être du sauveur. Alors je crois que Bouvresse a toujours été extrêmement attentif à cela, à ce risque inhérent, je dirais, à la philosophie du pouvoir sur l'esprit, de se défaire d'abord de l'emprise, de se défaire de toute emprise, et il a passé son temps, si je peux dire, même s'il s'est intéressé à des philosophes exerçant une emprise, comme Krauss, ou des penseurs ou des auteurs exerçant une emprise, comme Krauss, ou comme Wittgenstein, qui a à ses côtés aussi d'emprise par certains aspects de son style aphoristique, par sa personnalité, etc. Bouvresse a passé son temps à essayer de se déprendre, de faire attention, de ne pas tomber dans ce genre de ne pas se retrouver sous emprise, en quelque sorte, et de se méfier aussi de n'en exercer lui-même aucune. On a évoqué l'ambiance des rencontres que nous avions avec lui. C'était quelque chose qui était extrêmement impressionnant. C'est que, bien que nous ayons très clairement le sentiment qu'il en savait 100 fois plus que nous et qu'il était 100 fois plus intelligent que nous en philosophie, pour dire les choses un peu brutalement, on discutait avec lui et on se sentait parler d'égal à égal. Je ne sais pas comment il faisait. Mais j'avoue que, excusez-moi, moi, c'est la chose qui m'a le plus marqué. Si je n'ai qu'une chose à retenir de lui, c'est cela. Et au fond, c'est un effort constant. Et avec Nietzsche, c'est la même chose. C'est que quand Nietzsche, lui, quand il voit chez Nietzsche le moraliste ironiste qui peut
comment je dirais, défaire des illusions, défaire des emprises, etc. Mais il applaudit quand il voit l'ironie chez Nietzsche. Il est heureux et il pratiquait lui aussi l'ironie. Il pouvait être un ironiste assez féroce. Jeter un coup d'œil, par exemple, à son petit livre sur l'usage que Debray, Régis a fait du théorème de Gödel en politique, en religion, etc. Prodige et vertige de l'analogie. Lisez le début de ce texte, un des textes les plus hilarants que je connaisse en philosophie, dans la manière dont il démonte ce genre de pratique qui lui semble intellectuellement complètement injustifiable. Donc le Nietzsche ironiste l'intéressait au plus haut point, mais dès que Nietzsche commence à se conduire autrement, il se pose des questions. Et c'est pour ça que la question politique l'intéresse, parce que la question politique, le problème avec Nietzsche, si on revient à ça, c'est que c'est pas seulement qu'il avait ces idées politiques-là, c'est qu'un certain nombre de concepts majeurs de la pensée de Nietzsche sont imprégnés de cela. Et il le fait remarquer dans le livre, Bouvresse là-dessus, il touche à cette question-là. La question de l'inversion des valeurs. On nous dit Nietzsche est libérateur parce qu'il faut inverser les valeurs, changer les valeurs conventionnelles, de l'ordre, etc. Oui, mais par exemple, parmi les valeurs qu'il faut détruire, il y a tout simplement la compassion et la pitié pour les faibles. Ça fait partie du lot. Et chez Nietzsche, c'est évident que ce sentiment-là, ou ce sentiment moral-là, est à proscrire complètement. Et c'est pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais c'est une conséquence de cette division de l'humanité en deux espèces. De même, il dit qu'il considère qu'il paraît difficile de dissocier l'idée du surhomme et la conviction qu'il y a des êtres humains qui doivent être considérés comme plus dignes de vivre que d'autres, avec les citations que j'ai données tout à l'heure. Le concept de surhomme, on a beau l'associer, à l'artiste, au créateur, au génie, ouais, d'accord. Enfin, le concept de surhomme, il implique des esclaves chez Nietzsche. On n'y peut rien, c'est comme ça, c'est dans les textes. Et il faut réfléchir à ce que ça veut dire, y compris de l'aristocratisme potentiel des philosophes, des écrivains, des artistes et de la position en hauteur qu'ils aiment bien quelquefois, pour certains d'entre eux, pas tous, avoir par rapport au commun des mortels. Et puis, on peut revenir, Michel y a fait allusion tout à l'heure, à la question de la volonté de puissance. Bouvresse dit ceci: s'il y a une prescription politique que Nietzsche formule explicitement, c'est bien celle de laisser à la volonté de puissance toute latitude pour s'exprimer et de n'essayer surtout pas de rationaliser, de pacifier ou de moraliser la politique. Alors évidemment, Nietzsche comprend la volonté de puissance comme une volonté de puissance de la vie qui s'accroît, qui s'intensifie, etc. Mais, ajoute Bouvresse, il ne peut malheureusement guère y avoir de doute sur le fait que ceux qui adoptent par principe la cause des faibles, des dominés, des défavorisés, doivent, d'un point de vue nietzschéen, être considérés également comme des gens qui sont inspirés fondamentalement par une forme d'hostilité de principe à la vie. Si vous vous intéressez aux faibles, aux pauvres, aux dominés, aux subalternes, aux immigrés, etc., vous êtes contre la vie, si vous lisez logiquement Nietzsche. En sorte que l'interprétation de Deleuze, pour qui, citation de Deleuze dans son Nietzsche et la philosophie, les notions de lutte, de guerre, de rivalité ou même de comparaison sont étrangères à Nietzsche et à sa conception de la volonté de puissance, on revient à ce que tu disais tout à l'heure, elle n'est tout simplement pas crédible. C'est-à-dire que dans la conception de Nietzsche, la volonté de vivre et de créer, il se trouve qu'elle n'est pas séparable chez lui d'une volonté de pouvoir et de domination sur les esprits, et aussi d'une domination politique et sociale pas seulement sur les esprits, mais sur les hommes tout entiers. Donc, cette question du pouvoir, Bouvresse, elle intéresse Bouvresse à de nombreux titres, et à la fois cette question du pouvoir sur l'esprit, mais la question du pouvoir sur l'esprit, peut être aussi très vite la question du pouvoir tout court, et du pouvoir politique comme tel. Donc, Michel, cette idée largement répandue que Nietzsche serait un critique du pouvoir,
elle est complètement battue en brèche par la lecture de Jacques Bouvresse. Oui, alors je voudrais revenir un peu avant ce que disait Jean-Jacques sur le potentiel émancipateur a priori qu'on attribue à la philosophie. Ici, il y a une autre citation de Bouvresse qui m'a beaucoup marqué dans Le philosophe et le réel. C'est quand il dit on a tendance à présenter la philosophie comme un ensemble positif, donc il y aurait le côté émancipateur, mais aussi souvent les philosophes se croient plus intelligents, et Jacques Bouvresse dit à un moment, mais je crois qu'il y a des formes spécifiques de bêtises propres à la philosophie. Comme si la philosophie engendrait sa propre bêtise parfois. Et alors bon, ça, j'y reviendrai, mais peut-être qu'on y reviendra à un autre moment. Mais en tout cas, ici, c'est assez à prendre en compte. C'est-à-dire que la philosophie n'est pas en quelque sorte hors du monde. Elle ne protège de rien. Elle ne protège de rien, ni de la méchanceté, ni de la bêtise, et parfois même elle l'engendre. Alors, mais ça, il faut aller voir dans le détail comment est-ce que la philosophie peut faire des gens bêtes et méchants. Mais ici, tu me disais, par rapport aux critiques du pouvoir. Alors, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce que tout ce qui est Nietzsche et pouvoir a surtout été tiré du côté de Foucault. Donc c'est une question qui est très très compliquée. Mais alors, il me semble qu'on a parfois attribué à Nietzsche l'idée de critiquer le pouvoir, parce que Nietzsche décrit le pouvoir, décrit les processus de domination de manière franche et brutale. Mais ici, ça, à mon avis, on suppose quelque chose. On va un peu vite en besogne, parce que est-ce que décrire les mécanismes de pouvoir est équivalent à les dénoncer ? J'en suis pas du tout certain. On a parfois même l'idée que ce serait encore mieux si on les décrit sans les dénoncer, sans ajouter une espèce de pathos moral. On va être plus efficace dans la dénonciation clinique des effets du pouvoir sur les gens. Alors, à mon avis, c'est quand même oublier à quel point une telle description est parfois au moins aussi utile aux gens qui exercent d'autant mieux le pouvoir qu'ils le comprennent qu'à ceux qui voudraient le renverser parce qu'ils l'ont enfin compris. Alors je peux résumer cette phrase trop compliquée en un mot. Si vous voulez, c'est lire Le Prince de Machiavel comme s'il s'agissait du manifeste du Parti communiste. Et donc, ici, à mon avis, il y a quand même une erreur majeure, c'est que le prince peut tout à fait lire le livre qui porte son nom avec profit. Alors après, vous me direz, il peut peut-être aussi lire le manifeste du Parti communiste avec profit. Mais quel est le profit ? Est-ce que ce sera le même ? J'en suis pas sûr. Et quand Nietzsche décrit, par exemple, dans la généalogie de la morale, la manière dont il va y avoir cette révolte des esclaves dans la morale. Comment les esclaves, pas philosophiques, pas conceptuels, les esclaves dans l'histoire, arrivent à finalement prendre le pouvoir sur les conceptions morales et à renverser, finalement, on pourrait dire, le monopole de la définition légitime de la morale par les puissants, par les forts. On y a vu ici une dénonciation de la morale chrétienne. On a mis un peu sous le tapis certains aspects antisémites qui sont assez présents. C'est-à-dire Rome qui s'agenouille devant Jérusalem. Aujourd'hui, je sais pas. Mais il y a quelque temps, ce serait pas bien passé. D'accord ? Donc, ici, ce qu'on oublie aussi, c'est que sous prétexte de dénoncer la morale chrétienne, dans laquelle effectivement il y a des choses auxquelles on peut tenir, comme la compassion, d'accord, la pitié, tout un tas de trucs comme ça, on peut aussi voir, on a oublié que Nietzsche essaie de justifier philosophiquement une idée qui est très fréquente et assez banale chez les personnes qui exercent un pouvoir trop important sur d'autres, c'est celle que les maîtres sont moralement meilleurs que les esclaves parce qu'ils mentent moins. Et ça, je vous renvoie à un petit livre, un gros livre, de James Scott, un politiste américain, qui a été publié chez Amsterdam. Là, le titre Discours subalterne, je crois, quelque chose comme ça. J'ai oublié. Les arts de la résistance. Oui, c'est ça, les arts de la résistance. Où justement, il y a toute une analyse de James Scott où il parle de pourquoi est-ce que ceux qui sont soumis dans le système social ont tendance à se contredire et à mentir. En fait, ils auront d'autant plus tendance à mentir et à se contredire qu'ils risquent leur vie en disant la vérité. Si vous êtes un esclave littéral, que vous avez un propriétaire, dire la vérité à votre propriétaire, c'est d'être torturé, d'être tué. Alors effectivement, de ce point de vue-là, le propriétaire d'esclave a beau jeu d'être franc et honnête. Lui, il peut dire ce qu'il pense. Il peut être cynique. Il peut être cynique. Alors, en réalité, c'est plus compliqué que ça. James Scott montre bien le truc. Mais il faut voir que Nietzsche, quand il renverse la morale chrétienne qu'on estime établie, qui a renversé la morale des maîtres, il est du côté de la morale des maîtres.
Et c'est pas une description neutre, c'est une description qui est tout à fait, orientée politiquement. Il s'agit de remettre Rome à la place de Jérusalem. Donc là-dessus, je pense qu'il faut pas du tout. Enfin, je vois pas trop comment on peut classer Nietzsche comme un critique du pouvoir. Alors après, sur le pouvoir et la vérité, on pourrait aussi dire deux, trois autres choses, parce que chez Nietzsche, évidemment, les idéologies des grands pouvoirs spirituels et politiques reposent sur des choses fausses, reposent sur des mensonges. Il n'y a pas de rapport particulier entre le pouvoir et l'énonciation d'une vérité. Il y a juste le fait que, d'une idéologie imposée par un pouvoir qui cherche à durer. Mais juste un petit ajout. Sur cette question du pouvoir, c'est très clair que, pour Nietzsche, une société ne peut tenir que si elle est hiérarchique et violemment hiérarchique. Donc, ce n'est pas un critique du pouvoir. Comme voulez-vous que ce soit un critique du pouvoir ? C'est un apologète d'une certaine forme de pouvoir, et j'aurais envie de dire de nouveaux pouvoirs pour l'avenir. On va peut-être y venir. Oui, ce qui a fait en partie le succès de Nietzsche au XXe siècle, notamment, c'est sa profession d'anticapitalisme libéral. Mais là encore, quand on lit dans le détail ces textes, on voit que les raisons de cet anticapitalisme ne sont pas du tout les mêmes, ne sont pas ce qu'on pourrait penser. Ce qui lui pose problème, au fond, c'est l'émancipation par le travail. Ce sont les droits des travailleurs qui lui semblent contre nature. Ça va dans le sens de ce que vous venez de dire tous les deux. Donc Nietzsche, vous l'avez rappelé, plaide en faveur de l'esclavage et même de ce qu'il appelle une corporation d'esclaves contents de leurs conditions. C'est ce qu'il appelle à certains moments, dans le Narlas, dans les fragments, la Arbeiter-Chinesentum, donc la chinoisité des travailleurs. Intersectionnalité. Dans les œuvres publiées aussi. Oui. Il reprend ce terme. Donc comment est-ce qu'on peut situer Nietzsche, son rapport au pouvoir et à la vérité, ennemi des Lumières, réactionnaire, anti-moderne ? Là, alors, j'irais peut-être un tout petit peu plus loin, ou en tout cas que ce que fait Bouvresse dans ce livre. Dans ce livre, il reprend la formule de Le Sourdeau, Nietzsche, penseur réactionnaire. Mais je suis toujours un peu méfiant par rapport à ce terme de réactionnaire, parce que réactionnaire, ça suggérerait que l'auteur veut revenir dans le passé. Or, dans la citation que je trouve très, très, très remarquable du Gai Savoir que je vous ai lu tout à l'heure, nous ne conservons rien. Nous ne voulons pas revenir à aucun passé, etc., etc. Nous ne considérons tout simplement pas comme souhaitable que le royaume de la justice et de la concorde soit fondé sur la terre. Donc c'est l'avenir démocratique, égalitaire, l'avenir du suffrage universel, du socialisme, du bonheur pour tous. Ça, nous n'en voulons pas, ça nous donne envie de vomir. Il le dit dans d'autres textes. Nous réfléchissons à la nécessité de nouveaux ordres. Il se projette dans l'avenir. Nietzsche, ce n'est pas un philosophe du passé, c'est un philosophe de l'avenir. Et je dirais que... Alors, je ferai un rapport avec un thème que Jacques Bouvresse a seulement esquissé dans un texte de 2012, un préambule à un colloque qui a été organisé au Collège de France autour de sa pensée, où il parle de seconde modernité. Il tire cette idée-là, en fait, de la lecture de Zef Sternel, qui avait écrit un livre important sur les anti-lumières. Sternel, qui est un historien, et Bouvresse lisait attentivement ce genre d'historien, un historien des idées, sur les origines de la pensée fasciste en France et ailleurs. C'est un lecteur très attentif de Sternel. Et l'idée, c'est que, je dirais que la réaction de Nietzsche, ici, elle n'est pas de rechercher une alliance du trône et de l'autel et de la vieille aristocratie terrienne. C'est pas du tout ça. Elle consiste à refuser que les sociétés européennes continuent de progresser dans le sens de la démocratie politique et sociale, comme elles semblent le faire à l'époque, le suffrage universel qui s'installe petit à petit un peu partout, des lois sociales, des espèces de formes de pré-sécurité sociale, de retraite, de choses comme ça. Bon, dont Nietzsche ne veut en aucun cas. Et donc, c'est l'idée de réorienter les sociétés modernes, pas les sociétés du passé, vers une modernité qui, à la fois, assume la mort de Dieu et l'effondrement des valeurs du passé, d'accord, mais mais un avenir qui ne serait pas celui du printemps des peuples de 48 ou des utopies socialistes, mais un ordre nouveau,
je ne vois pas d'autres termes pour ça, élitiste, inégalitaire, un système de caste au sein duquel, enfin, les penseurs, les artistes et les génies politiques sur le modèle de Napoléon à ses débuts pourraient avoir tout à fait leur place. Il y a un éloge de Napoléon tout à fait remarquable chez Nietzsche, enfin le premier Napoléon, celui qui prend le pouvoir, pas celui d'après. Ouais, tu as aussi un éloge de César Borgia. Hein. Et Bouvresse suggérait, dans ce petit texte de 2012, de voir en Nietzsche non pas exactement un anti-moderne, parce que dire que c'est un anti-moderne, ça voudrait dire qu'il est contre la modernité, qu'il est pour le passé, non. Mais le représentant d'une seconde modernité. Et je lis le passage, parce que bon, c'est une piste de réflexion, et que je crois assez précieuse pour moi. Au lieu de parler, comme on le fait généralement, d'une opposition entre d'un côté les Lumières et le rationalisme, censé représenter la modernité, et de l'autre une réaction contre eux, qui serait une réaction contre la modernité, et dont l'inspiration serait anti-moderne, on pourrait parler sans exagération et de façon probablement plus pertinente, toujours la prudence de Bouvresse, de la coexistence conflictuelle qui dure depuis plus de 2 siècles entre 2 espèces de modernité qui continuent aujourd'hui plus que jamais à s'affronter. Une modernité issue des Lumières et de la Révolution qui est en faveur, je dirais, de l'égalité. Pour moi, le critère essentiel, c'est l'égalité. Et un modernisme de l'inégalité. Alors, ça ne veut pas du tout dire... Bouvresse n'entre jamais dans l'histoire. Est-ce que Nietzsche était un nazi, un pré-nazi, etc. Ce n'est pas du tout la question. Mais c'est qu'en 1880, quand il écrit dans le contexte de 1880, il fait partie des gens qui sont en train de chercher à élaborer l'idée d'une autre modernité, d'une modernité fondamentalement égalitaire, d'une société oligarchique ou de caste, dans laquelle il serait exclu absolument que l'égalité soit le principe fondamental. Et il me semble que c'est une idée qui mérite de l'intérêt. Bouvresse cite des textes de Taine, de Baudelaire, qui peuvent aller dans ce sens-là. On pourrait, il n'en parle pas, mais on pourrait penser qu'une bonne partie du darwinisme social et des idées à la Spencer, qui avaient fortement cours à l'époque et que connaissait bien Nietzsche, même s'il méprise Spencer parce que c'est un boutiquier anglais, mais quand même, qui pouvait l'inspirer, cette idée que finalement, l'égalité ne fait pas partie de la vie. Ce qui fait partie de la vie, c'est la concurrence et la supériorité, la domination et l'écrasement du faible par le fort. Et de ce point de vue-là, Nietzsche est complètement dans cet espace-là. Et c'est un espace qui, au XXe siècle, a eu de l'avenir et qui en a malheureusement encore au XXIe siècle. Bien, merci pour ce premier aperçu de ce dernier livre et au-delà de la philosophie de Jacques Bouvresse. C'est maintenant le moment de discuter avec vous, donc de poser vos questions à Jean-Jacques Rosat et à Michel Baudouin. Vous avez une personne avec un micro, donc vous pouvez lever la main quand vous avez une question et on viendra vous apporter le micro. On va peut-être demander à ce que le son du micro soit allumé. Ça y est. Normalement, ça marche. Bonjour, merci de vous être collé à l'exercice difficile on se dit qui gardera les gardiens. Donc c'est assez drôle que les philosophes se disent est-ce que la philosophie peut être est-ce qu'on peut devenir dictateur en étant philosophe ? Alors moi je suis pas du tout philosophe. Par contre j'ai lu un ouvrage récent j'ai lu récemment un ouvrage de Popper et je voulais vous poser un peu la question. Moi ce que j'avais ressenti en le lisant c'était que en fait il a fait un ouvrage où il parle du coup un ouvrage qui est un peu transverse, qui part de Platon, qui passe par Hegel, voilà. Et en fait j'ai beaucoup apprécié son discours parce que il a un discours philosophique, c'est-à-dire qu'en fait il met les idées en ordre, il propose une interprétation. Et en fait, à l'issue de cette lecture-là, on peut être d'accord ou pas d'accord avec l'interprétation qu'il fait de tous ces auteurs-là, de ces idées. Mais je trouve qu'il est intéressant, c'est que moi, devant ce récit, je me suis dit,
qu'est-ce que j'en retiens au-delà du fait que Popper a écrit ça ou que Platon ait vraiment écrit ça ou pas? C'est que ça nous aide à penser et que une approche plutôt synthétique de la philosophie, ça nous aide à penser. Et donc, du coup, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on peut, en tant que philosophe, se dire je dois pouvoir justement étudier les auteurs pour savoir ce qu'ils disent, en sachant que je ne pourrai jamais savoir ce qu'ils ont pensé véritablement. Et en gros, où commence et où finit la philosophie, quoi. C'est toujours très difficile de poser des questions. Ça va être compliqué de répondre. Je peux répondre à votre question, mais vous faites allusion à La Société ouverte et ses ennemis, le gros livre que Popper a écrit après la guerre, ou pendant, ou en tout cas après la guerre, qui est sa réflexion, qui est sa réaction face aux deux totalitarismes du XXe siècle, et sa réaction de philosophe des sciences et du langage et de la raison, etc. Et c'est d'opposer les sociétés fermées du type de celles que, dit-il, Platon, Hegel et d'autres ont proposé, qui conduisent au totalitarisme, et d'opposer à cela une critique démocratique, libérale, rationaliste, s'appuyant sur le type de discussion et de confrontation d'arguments, d'hypothèses, de réfutation, etc., qu'on trouve dans les sciences. J'aurais envie de dire, s'il y a un philosophe chez qui il n'y a pas d'arrière-pensée, en tout cas, c'est difficile d'en trouver, et qui met tout sur la table, c'est bien Popper. Et je pense que c'est par hasard si le livre vous a intéressé de ce point de vue-là. Alors, tous les philosophes, c'est aussi une manière d'écriture. Popper est un écrivain, un auteur qui écrit d'une clarté. Il écrit d'autant plus clairement que son bouquin est écrit en anglais, qui n'est pas sa langue natale. Donc, il met vraiment à plat toutes ces... à sa langue maternelle, il met vraiment à plat toutes ces idées. Alors, tous les philosophes n'ont pas nécessairement le même style. Et c'est vrai que quand on plonge dans certains types de problèmes, comme le fait Nietzsche, par exemple, disons quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui a beaucoup intéressé Bouvresse, toute la critique que Nietzsche fait de la religion et du christianisme, pas seulement de la religion en général, du christianisme, qui est la critique de quelqu'un qui a été élevé, nourri dans la religion et qui se débat d'une certaine manière pour en sortir. Évidemment, les mouvements de la pensée sont éventuellement plus complexes, plus difficiles, et des gens qui choisissent un mode d'expression aphoristique, par exemple, comme Wittgenstein, sont plus difficiles à décoder. Et là, après, j'aurais envie de dire, c'est une question de style, selon qu'on préfère des philosophies qui mettent le plus possible les arguments à plat, ou qu'on préfère des philosophies plus, qui laissent plus de sous-entendus, qui laissent plus, d'une certaine manière, au lecteur faire une certaine forme de travail. Bouvresse pratiquait les deux, aussi bien Wittgenstein que Popper, qui ne s'aimaient pas. Je ne sais pas s'il y a de règles là-dessus. Je pense que ça dépend ça dépend des philosophes. Et chacun aussi peut avoir ses philosophes favoris, son style de philosophie favori, me semble-t-il. Et ensuite, par rapport à la lecture des philosophes, justement, une des choses qu'on a essayé de dire dans cette intervention, c'est qu'il y a des limites à l'interprétation. C'est-à-dire que, à moins de faire des acrobaties assez spectaculaires, vous aurez beaucoup de mal à faire passer Platon pour un démocrate fervent. D'accord ? Donc, ensuite, évidemment, c'est tout un travail de lire les philosophes et d'essayer de les comprendre. Il y a aussi quand même beaucoup d'universitaires qui ont fait des travaux de défrichage extrêmement importants. Donc, je vous dirais, il y a bon espoir de comprendre des philosophes, même si ça demande du boulot. Mais ensuite, l'éventail des interprétations n'est pas infini. Il a un certain arc quand même. Alors, je pense. Simplement là-dessus, ce qui est irritant et ce qui irritait beaucoup Bouvresse, c'est la tentation permanente d'assurer aux philosophes une espèce d'immunité. C'est-à-dire qu'ils auraient d'une certaine manière toujours raison, même quand ils ont tort. Et là, il y a une partie du commentaire philosophique, classique ou moderne, ou contemporain, qui passe son temps à ça. Oui, d'accord, il dit ça. Oui, mais quand même, il y a des bonnes raisons, parce que si on... etc. Et cette espèce d'innocence herméneutique et d'idée que le philosophe, d'une certaine manière, il ne peut pas se tromper, et que même s'il se trompe, c'est qu'il a des bonnes raisons pour se tromper, et que finalement, il a raison de se tromper.
Ah oui, mais ça fonctionne en politique aussi. Hein. Bon. Un certain nombre d'anciens staliniens ont passé leur temps à ça, à expliquer qu'ils avaient eu tort d'être staliniens, mais qu'ils avaient raison parce qu'ils étaient quand même du bon côté à ce moment-là. Bon, ça irritait beaucoup Bouvresse, je le dis parce que j'en ai souvent parlé avec lui, et c'était un tic intellectuel ou une espèce de manière de s'auto-justifier ou de s'auto-préserver qui l'irritait beaucoup. C'est ce qu'il appelait la prime à l'erreur. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Et c'est vrai que dans le commentaire philosophique, essayer d'éviter ce genre de choses, et que quand un philosophe dit des choses qui ne tiennent pas debout, dire que ça ne tient pas debout. Et quand il dit des choses qui sont dangereuses, dire qu'elles sont dangereuses. Et ça n'empêche pas d'être par ailleurs un philosophe génial dans d'autres aspects de sa pensée. Point. Alors, en dehors des avant-gardes dont on a parlé, on pourrait voir dans ce que vient d'écrire Jean-Jacques un héritage un peu dévoyé de Victor Cousin et de l'éclectisme, qui voulait trouver du vrai dans chaque philosophie pour faire tout converger vers une espèce de totalité des vérités qui seraient contenues dans chacun des philosophes. Mais ça aboutit à des choses telles que non, Aristote n'a pas vraiment soutenu l'esclavage. Donc, puisque comme c'est Aristote qui le dit, il y a forcément du vrai, voire tout est vrai. Et donc, s'il a dit que l'esclavage c'était bien, alors qu'on sait que c'est mal, c'est qu'il n'a pas vraiment dit que l'esclavage c'était bien. Ou qu'il avait de bonnes raisons, dans un certain contexte, de dire que peut-être c'était quand même pas si mal. Enfin bon. Quand vous essayez d'enseigner ça, après, quand ça s'enseigne à des profs de philo pour leur faire des cours de philo, ça pose des petites questions. Une autre question ? Oui, j'ai une question qui me vient sur l'inégalité. Et je me demandais si on ne pouvait pas considérer l'inégalité comme étant vraie dans certains domaines. Pas d'une façon générale, il y aurait des puissants qui seraient puissants partout, mais il y aurait des puissants, par exemple, en informatique, les créateurs d'algorithmes seraient les puissants d'aujourd'hui et tous les autres seraient les esclaves qui fournissent les données nécessaires, etc. Dans d'autres domaines, il y aurait d'autres puissants avec leurs esclaves. Et comment ça se traduirait au niveau d'une société ? Alors, que les hommes soient de fait différents et même inégaux dans bien des domaines, qu'il y en a qui courent le 100 mètres en moins de 10 secondes et pas moi, oui, ça c'est... et dans le matière intellectuelle, il y a les champions d'échecs et je comprends même pas comment ils jouent, etc., etc. On est bien d'accord. Et qu'il y a des créateurs qui sont absolument géniaux et que quand on voit un certain nombre de peintres ou d'artistes travailler, enfin quand on essaie de comprendre comment ils travaillent, on est ébloui et d'une certaine manière, on n'a qu'à s'incliner, c'est bien évident. La question, ça c'est un fait. La question, c'est quel droit ça donne. La question, c'est la question du droit. Est-ce que le fait d'avoir réussi, par exemple, d'être plus riche, parce que vous avez été plus malin, vous avez plus utilisé les lois de l'économie, vous avez plus travaillé que les autres, j'imagine que vous n'avez pas triché. Bon. Mais rien que déjà ça, est-ce que ça vous donne le droit d'avoir un droit de vote supérieur aux autres ou plus de poids dans la vie politique ? Ça, c'est pas sûr. Est-ce que ça vous donne plus de droits dans un tribunal ? Ça commence à devenir inquiétant. Alors, remplacer ça, richesse, par intelligence, remplacer ça par beauté, remplacer ça par race, remplacer ça par appartenance au parti au pouvoir, vous avez toutes sortes de... Voilà, la question, c'est la question des droits. Or, les textes de Nietzsche que j'ai lus portent bien sur la question des droits. C'est l'égalité des droits qui lui est insupportable. C'est pas l'inégalité de fait entre les hommes dans bien des domaines, et c'est une évidence, elle crève les yeux. La question, c'est est-ce que ces inégalités de fait justifient, légitiment des inégalités de droit. Et ça, c'est une autre paire de manches. Or, le principe de base, c'est au contraire le principe, je pense, de l'égalité des droits et de la réciprocité, la règle d'or, que ne pas faire à autrui ce qu'on ne veut pas qu'il nous fasse, etc. Enfin, tous les principes de réciprocité et d'égalité qui sont à la base
me semble-t-il, de toute morale élémentaire. Et c'est le genre de principe dont Nietzsche ne veut pas. L'idée de réciprocité, il y a des textes, je ne les ai pas cités, il y a des textes tout à fait remarquables où Nietzsche dit que la réciprocité, c'est invraisemblable. C'est scandaleux, parce que réciprocité, c'est nous traiter comme semblable ou identique à l'autre. C'est insupportable. La réciprocité ne vaut qu'entre égaux. Oui. Vous avez une série de thèses comme ça, qui sont, je crois, surtout dans le Zarathustra, où on va parler justement de la générosité du noble. Mais il ne faut pas couper ces textes du fait que chez Nietzsche, justement, la générosité du noble ne peut s'exercer qu'à l'égard des autres nobles. En revanche, à l'égard des esclaves, il faudra être dur et impitoyable. Donc là-dessus, effectivement, là, il y a une question de... La réciprocité ne vaut qu'entre égaux, mais tout le monde n'est pas égal. Bonjour. Est-ce que, c'est une question de temps, est-ce que Orwell était un lecteur de Nietzsche ? Et est-ce que votre compagnonnage avec Bouvresse vous a aidé à lire Orwell, notamment parce qu'on lui reproche parfois d'être aussi plastique, ou en tout cas d'avoir une certaine plasticité d'Orwell qui est utilisée par plein de personnes différentes. Du coup, est-ce que ça vous a aidé, vous, dans sa lecture ? Alors, il y a plusieurs questions. La première, non, Orwell n'avait jamais lu Nietzsche, il ne connaissait rien à la culture. Le monde allemand lui est étranger, le monde philosophique, il ne le connaissait pas beaucoup non plus. J'ai cherché. J'ai trouvé 2-3 citations de Nietzsche, mais c'est des formules que tout le monde devait déjà citer. Je ne pense pas qu'il l'ait lu. Maintenant, il faut se méfier avec Orwell parce qu'il ne dit pas toujours ce qu'il a lu. Est-ce que dans les milieux politiques de gauche un peu éventuellement anards qui fréquentaient à Paris entre 27 et 29 dans la bohème littéraire, et il a rencontré des gens qui avaient lu Nietzsche, possiblement, qu'il en ait lu un peu, mais en tout cas, il n'y a jamais de référence à Nietzsche. C'est pas un penseur. Bon, autant il lit de manière générale, autant il lit les Russes, qu'il connaît assez bien. Il connaît bien la culture russe et la littérature russe, même les philosophes russes. Il connaît Berdyaev, mais pas les philosophes allemands. Il cite jamais Hegel, ni Kant, ni quoi que ce soit. Après, pour moi, j'ai rencontré Orwell avant de rencontrer Bouvresse, d'une certaine manière. Mais je dois dire qu'il y a eu une consonance entre les deux, parce que l'idée d'une... comment je dirais, par exemple, tout ce qu'on trouve chez Orwell sur la vérité, 2 et 2 font 4. Bon, tout ce qu'on trouve chez Orwell sur la décence commune, tout cela ne pouvait être qu'en accord avec ce que, par ailleurs, j'apprenais dans la lecture des livres de Bouvresse, dans mes conversations avec lui, dans les cours que je suivais. Je n'ai jamais vu de contradiction majeure entre les deux. Et d'ailleurs, il arrive à Bouvresse de citer Orwell de temps en temps, pas très fréquemment, mais il lui arrive un certain nombre de fois de citer Orwell, et c'est un auteur pour lequel il avait le plus grand respect. Après, sur cette question de l'inégalité, si vous me permettez, il y a dans 1984 un passage où Orwell explique, alors c'est à travers le livre, le fameux livre attribué à un dissident, mais en réalité écrit par les dirigeants du parti, qui s'appelle Théorie et pratique du collectivisme oligarchique. Il y a une espèce de petit récit de comment on en est arrivé à la dictature, où les dictateurs expliquent quelle est leur origine, ils font leur généalogie. Et alors, le texte dit à ce moment-là quelque chose d'assez curieux. Ils disent, pendant très longtemps, les intellectuels, quand ils étaient révolutionnaires, ils étaient du côté du peuple. Et ils se réclamaient des valeurs du peuple, ils se réclamaient de l'égalité, de la liberté, etc. Et puis après 1948, Orwell ne le dit pas exactement comme ça, mais enfin on comprend ça, dans les dernières décennies du 19e, un certain nombre d'intellectuels se sont mis à revendiquer le pouvoir pour eux-mêmes. Et ce qu'ils voulaient, c'est l'inégalité. Et ce dont ils ne voulaient à aucun prix, c'est l'égalité, parce qu'elle devenait matériellement possible. Quand, pour qu'il y ait un écrivain, il fallait qu'il y ait plein de domestiques qui travaillent comme des bêtes de somme, l'égalité, elle était difficile. Maintenant, quand il y a des machines,
c'est à peu près le raisonnement d'Orwell, quand il y a des machines un peu partout, les gens ne sont plus obligés de travailler comme des bêtes de somme et on n'est plus obligé d'avoir une société avec des esclaves. Et ceux qui veulent des esclaves, il faut qu'ils trouvent d'autres justifications. Alors, voilà, c'est juste que je lis Orwell d'un côté et Nietzsche et Bouvresse de l'autre et que je vois un rapprochement, mais il me semble que Orwell voit quelque chose de ce que Bouvresse appelait cette seconde modernité qui ne veut des intellectuels et des penseurs politiques qui ne veulent à aucun prix de l'égalité et qui veulent l'inégalité. Et je pense qu'Orwell avait assez bien compris cela parce que Orwell est quelqu'un qui ne pense pas l'histoire, les événements à travers fondamentalement l'économie, mais d'abord à partir de la politique et d'abord à partir des questions de pouvoir. Et ça lui permettait de voir ce genre de choses-là. Mais on en reparlera peut-être plus dans 15 jours. Merci. Oui, par rapport à la question qui vient d'être posée, là, ça me vient comme ça, parce que j'ai relu les textes il y a pas longtemps. Il y a au moins un article de Bouvresse sur Krauss, Orwell et Chomsky. Hein, c'est dans alors c'est en ligne, si ça vous intéresse, dans un des livres édités là, sur le site du Collège de France qui s'appelle « À temps et à contre-temps ». C'est un texte qui date de 2010, et il y a au moins cet article-là où là, le rapprochement est explicite. C'est d'ailleurs un article assez substantiel, hein, c'est une conférence qu'il avait donnée, et où là, il y a un lien, une filiation qui est très claire hein, pour lui entre Krauss, Orwell et Chomsky, notamment sur l'analyse du langage, de la propagande, etc. Je voulais prendre vous poser peut-être une remarque et puis deux questions. On va vous remercier déjà tous les deux pour cet exposé très énergique, très stimulant là, je trouve sur les foudres de Nietzsche. D'abord une remarque par rapport à ce que tu disais à l'instant sur l'espèce de deuxième modernité là. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui effectivement qui est très important dans l'œuvre de Bouvresse. Hein. C'est-à-dire que c'est un fil rouge. On l'évoquait un peu ce matin à propos de ses positionnements, de ses questionnements politiques, hein, et je pense que ça, effectivement, c'est la manière dont il passe son temps à essayer de débusquer ou de dépister cette seconde modernité anti-progressiste, anti-égalitaire, anti-démocratique, mais qui en même temps se projette toujours vers l'avenir, comme tu l'as dit. C'est ça qui est important. Hein, c'est ça, c'est-à-dire que qui peut du coup donner lieu à des espèces de cocktails un petit peu improbables, mais très efficaces, hein, avec à la fois une espèce de fascination pour le progrès technique, pour les applications des sciences notamment, et en même temps une espèce d'appel, un retour à la sauvagerie primitive, à l'animalité, à une espèce d'état d'avant la culture, d'avant les limites, etc. Tout. C'est ce cocktail-là en fait, hein, qui est porté dans cette seconde modernité, là, une espèce d'ombre portée du progressisme, je dirais, une espèce comme ça d'anti-progressisme qui avance en même temps que le progressisme, je dirais. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça, effectivement, c'est une tradition sur laquelle Bouvresse n'a pas cessé, j'ai l'impression, hein, de revenir et de s'interroger, en tout cas. Parce que c'est une menace qui lui paraissait très, 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 très vivante, hein, et très, 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 très présente. Donc ça, c'était la première remarque, mais je crois qu'il y aurait effectivement beaucoup à dire là-dessus. Ça, c'est sûr. Après, j'avais deux petites questions à vous poser. Alors, bon, je les pose de manière vraiment naïve. C'est. Voilà. Je ne sais pas pourquoi vous riez. Donc, d'abord, la première question que j'ai envie de vous poser à tous les deux, c'est d'après vous, quels sont. Est-ce qu'on peut préciser le genre de dégâts que peut représenter pour la pensée politique de gauche les contresens ou les faux sens ou l'aveuglement qui a été celui des interprètes de Nietzsche que vous avez évoqués, donc Deleuze, Foucault, Derrida, etc. Quel genre de dégâts ça peut représenter pour une pensée politique de gauche aujourd'hui encore, parce que je pense que c'est une vraie question. Il y a d'une part le manque de... l'incompréhension ou la méconnaissance de Nietzsche que ça transmet, et ça c'est une chose. Et là-dessus, les analyses de Bouvresse sont plus que convaincantes. Mais est-ce qu'au-delà, effectivement, on ne peut pas préciser un petit peu le type de dégâts qui a pu être fait? Et deuxième question, qui est peut-être un peu moins naïve,
je me demande aussi, dans une certaine mesure, est-ce qu'on a vraiment intérêt à rendre complètement Nietzsche à la droite? Et je précise un peu, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu... Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi des effets peut-être un peu neutralisants, je dirais, de ce qu'il y a de plus critiquable, y compris chez Nietzsche, dans le fait de l'intégrer à une espèce de corpus, alors contradictoire, discutable, de corpus de gauche, entre guillemets. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment intérêt, effectivement, à démasquer complètement la portée politique de ce que raconte Nietzsche? Voilà. Sur la deuxième question, je te dirais, dans la mesure où c'est un auteur de droite très intéressant, donc c'est pas un idéologue au sens, sa pensée se réduit pas à une idéologie simpliste. C'était pas un politicien qui était là pour se faire élire ou pour faire avancer un programme. Donc je pense que tant qu'à lire des auteurs de droite, autant lire Nietzsche. C'est-à-dire que parce que il est clair, il est assez net en réalité, et il développe les positions jusqu'à leur extrême conséquence. Donc, dans ça, ce sera un premier truc. Je pense qu'on a intérêt à le lire, comme on a intérêt à connaître l'ennemi. Et puis ensuite, c'est comme certains philosophes, certains grands philosophes, c'est aussi quelqu'un qui peut-être, dans certains cas, peut formuler des critiques qui nous intéressent, c'est-à-dire sur ce que nous on pense, et des critiques auxquelles on a envie de répondre, sachant que le défi n'est pas forcément simple à relever. C'est-à-dire cette question du fait et du droit de l'inégalité, par exemple, c'est clair que pour nous, on a envie de rappeler le droit devant l'inégalité. Simplement, on sait que le fait va toujours revenir, hein, et qu'il y aura toujours il n'y a pas de réponse philosophique définitive à cette question, je crois. Donc, je sais pas, ça me semble, on ne va pas le laisser qu'à la droite, parce que de toute façon, oui, je dirais, il est intéressant à lire. Ouais, t'as raison. Oui, et puis j'ai envie de dire, alors, c'est pas évidemment dans le domaine immédiatement politique, mais beaucoup de choses qu'il écrit sur la vérité, même si sur la vérité c'est complexe, et il y a des choses où on a envie de le suivre et d'autres où on n'a pas envie de le suivre, mais il y a des choses où il est tout à fait remarquable, des choses sur l'illusion, sur la croyance, qui pourrait s'appliquer à un certain... Le moraliste Nietzsche, il peut toujours être utile pour des gens, y compris qui se pensent avec la meilleure conscience de gauche, on va dire ça, parce que la bonne conscience, elle est toujours dangereuse, et que par conséquent, avoir un mauvais esprit en face de soi qui vous dit mais attends, t'as pas vu, qu'en lisant on se met à se poser des questions sur ses propres illusions ou ses propres motivations, ça peut être, ou ses propres pratiques, ça peut être intéressant, mais là on n'est plus tellement dans une question gauche ou droite, parce que si je lis La Rochefoucauld ou Montaigne ou Molière, ou etc., sur un certain nombre de questions, je ne me demande pas s'ils sont de gauche ou de droite. Je me dis, il m'aide à me... Parce que c'est un grand penseur et un moraliste remarquable, il m'aide à réfléchir à un certain nombre de choses de la vie et de mon propre, ou de mon comportement. Mais c'est ce qui fait aussi... Alors, peut-être... Si je rebondis, je réfléchis en répondant, peut-être aussi c'est l'importance de ce que dit Bouvresse quand il dit « Non, Nietzsche n'est pas tout entier politique ». Et c'est là la différence avec Losurdo. Losurdo, qui est en gros un historien des idées hegeliano-marxiste, pour dire les choses un peu brutalement, et un peu néo-léniniste, un petit peu par certains côtés, enfin bon, bref. Qui est par ailleurs très remarquable, hein, c'est passionnant, ces gros bouquins. Mais à force de ne plus voir que la lecture politique chez Nietzsche, il finit par, d'abord peut-être par forcer le trait de temps en temps, quand même si on est d'accord avec lui que la dimension politique est fondamentale et ne peut pas être évacuée. Et deuxièmement... est-ce qu'il gomme pas, ou est-ce que, à l'idée de tout ramener à un principe politique, c'est toujours pareil avec ce type d'explication. Il y a un principe politique qui serait la clé de Nietzsche.
c'est pas sûr que ça marche. Et de ce point de vue-là, la lecture de Bouvresse laisse beaucoup plus de liberté. Il n'enferme pas Nietzsche dans un schéma. Lisez Nietzsche comme un idéologue politique. Il y a cette dimension-là chez Nietzsche, mais il n'y a pas que ça. Et ça, je pense que c'est très important de refuser le Nietzsche tout entier, totus politicus, comme dit le Zourdo, tout entier politique. De toute façon, quand quelqu'un commence à vous dire que tout est politique ou que chez quelque chose tout est politique, c'est toujours un petit peu inquiétant. Et ça, c'est Bouvresse n'a jamais accepté ça depuis les années 60. Ensuite, par rapport aux dégâts qu'aurait pu faire éventuellement le nietzschéisme français de gauche sur la gauche elle-même, je pense qu'il faut faire attention à ne pas exagérer l'importance qu'a la philosophie dans le débat public, qui est sans doute beaucoup plus faible que des événements historiques et économiques majeurs. Après, il paraît que Deleuze aurait dit à Foucault, en gros, vous vous occupez de Freud et je m'occupe de Marx, ou l'inverse, j'ai oublié. Donc, peu importe. Mais il y avait l'idée qu'il y avait, en quelque sorte, il y avait le freudo-marxisme, qui était en quelque sorte qui aurait été le totem du gauchisme étudiant de ces années-là, et Foucault et Deleuze se seraient répartis les cibles. Bon, c'est une reconstruction postérieure par Deleuze, donc je ne sais pas si elle est vraie. Après, ça peut être important par rapport à quelle est l'idéologie dominante dans la classe intellectuelle. C'est-à-dire, est-ce que Nietzsche n'a pas servi de bélier ou pour évacuer certaines positions dominantes? C'est clair que Deleuze l'utilise comme ça, par exemple, pour évacuer Hegel, qui est la cible de son bouquin sur Deleuze, sur Nietzsche. Donc là-dessus, lapsus révélateur. Donc bon, là-dessus, tu vois, t'as peut-être tout un tas de jeux, internes à l'idéologie des classes intellectuelles. Est-ce qu'il a eu un impact ensuite ce jeu-là? Je sais pas moi, sur le Parti socialiste, j'en doute fort. Politiquement, directement, sûrement pas. En tout cas, c'est impossible à évaluer. En revanche, tout le travail qui a consisté à relativiser l'idée de vérité, comme ces auteurs-là, et notamment Foucault, l'ont fait, moi, je ne sais pas, mais je pense quand même que ça a rendu la gauche intellectuelle extrêmement fragile ou friable face à des gens en face qui n'avaient pas, eux, beaucoup de scrupules. Et je ne vois pas aussi, par exemple, tout ce qui concerne en ce moment tout le travail qui a été fait par des journalistes, par des chercheurs scientifiques, par des ONG ou par des citoyens lambda, si je peux dire, sur les mensonges et les falsifications de la science, sur les transformations de la science, sur la tendance des grandes sociétés. Là, je parle du monde dans lequel on est, je ne parle pas de ce qui se passe en Chine, à des multinationales dans le domaine de médicaments, de la chimie ou de l'agrochimie, etc., ou des cigarettes, ou du climato-scepticisme, parce que c'est les mêmes procédés intellectuels qui ont fonctionné, ou c'est les mêmes stratégies rhétoriques qui ont fonctionné. J'ai pas vu beaucoup les philosophes briller par leur présence et ils n'étaient pas aux avant-postes. Moi, ce que j'ai lu et qui m'a éclairé sur tout ça, je l'ai lu chez des scientifiques et chez des journalistes qui ont fait le boulot. C'est pas les philosophes. Les philosophes, dès que vous parlez de vérité, oh là là, c'est compliqué la vérité. Bien sûr que c'est compliqué la vérité, mais enfin. Et donc, par exemple, vous voyez, et y compris aujourd'hui, face, je dirais, à toutes les versions, face à toutes les formes de trumpisme diverses et variées, il vaudrait mieux pouvoir, sans avoir à prétendre, sans avoir aucune forme de dogmatisme, etc., il vaudrait quand même mieux avoir 2-3 idées claires et pouvoir avancer 2-3 choses claires et tranquilles et de bon sens et orwelliennes sur la vérité. Or, je dirais que
Un certain nombre de gens nous ont pas beaucoup facilité les choses. Si Bouvresse a organisé ce colloque sur rationalité, vérité, démocratie en 2010, c'était quand même pas tout à fait pour rien. L'idée que la démocratie va du côté du relativisme, parce que chacun a droit à son opinion, et confondre la question chacun a droit d'avoir son idée, oui, bien sûr, et chacun peut avoir raison de son côté sans trop s'occuper d'arguments et de faits. Parce que les interprétations dominent sur les faits, on rejoint la question de tout à l'heure, ça n'a quand même pas facilité les choses. Alors aujourd'hui, on est peut-être un peu moins mal placé parce que face à la post-vérité et à tout ça, il y a des gens qui commencent à réagir. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'en France, le front de ce côté-là soit très solide. Ouais, c'est-à-dire que récemment, je regardais le Proust de Deleuze, et à un moment, il reprend il attribue à Proust une critique de l'objectivité, ou de l'objectivisme. Et donc l'idée que, globalement, il y a Deleuze qui a cette phrase magnifique. Alors, est-ce qu'elle est de Proust? Est-ce qu'elle est de Deleuze? Est-ce qu'elle est de Proust-Deleuze? Enfin, on ne sait jamais trop. Mais c'est qu'il est difficile d'arrêter de croire à la réalité du monde extérieur. Mais si vous êtes, et moi je suis à peu près convaincu que toute la philosophie française de ces années-là est profondément idéaliste, au sens où, globalement, c'est nos croyances qui font la réalité et pas l'inverse. Qu'est-ce que vous allez objecter à un Trump qui vous dit que si, il y avait des millions de personnes pour mon investiture? Trump, lui, a réussi brillamment à arrêter de croire à la réalité du monde extérieur, et donc, voilà, les choses sont comme il pense qu'elles sont. Effectivement, là, c'est peut-être un affaiblissement. Mais après, je ne sais pas si c'est lié à Nietzsche et au Nietzsche de nos philosophes. Avec Nietzsche à Heidegger, française, moi, je crois que ça fait partie d'un ensemble. Oui, non, mais là, on va partir dans autre chose, qui est la destruction progressive du concept de vérité, dont je pense, alors là, moi, je me lance, et c'est juste mon opinion, mon point de vue sur la question, mais qui commence vraisemblablement systématiquement avec les textes d'Heidegger de la fin des années 20, et qui va être reprise en partie par la philosophie française. Mais c'est très compliqué, cette affaire-là, parce que même chez les Américains analytiques, et de bons philosophes bien formés, bien nourris de bonne philosophie comme Richard Rorty, l'idée que l'espèce de forme de relativisme et de scepticisme au nom d'un pragmatisme poussé à l'extrême, et il a quand même réussi à inventer, et c'est là-dessus qu'a porté le bouquin de Conant que j'ai traduit et fait publier à Agone, l'idée que, ah ben non, dans 1984, si O'Brien veut absolument faire croire à Winston que 2 et 2 font 5, c'est pas parce que la question de la vérité est importante, c'est parce que Winston a cette lubie de croire que 2 et 2 font 4, et que 2 et 2 font pas 5, et que c'est très important. Mais si ça avait été autre chose, il l'aurait torturé sur autre chose, parce que ce qui compte chez O'Brien, c'est la cruauté et pas la question de la vérité. C'est une lecture de 1984 qui détruit complètement 1984, qui revient à adopter une espèce de relativisme absolu, qui est celui d'O'Brien en réalité, quand on lit le texte de près. Et ça, on trouve ça chez un philosophe qui n'est pas spécialement un philosophe de la philosophie française, mais qui est vraisemblablement, et c'est pour ça d'ailleurs que ça a été un interlocuteur privilégié de Bouvresse, parce qu'il trouvait chez lui des arguments pour une position relativiste. Discuter avec Foucault ou Derrida, c'était compliqué parce qu'il n'y a jamais d'argument. Il y a des idées, il y a des images, il y a plein de choses, mais il n'y a pas d'argument. Et c'est une philosophie anti-argumentaire, ces philosophies-là. Bon, et chez Rorty, il y a des arguments et une précision dans les concepts. Donc, il préférait discuter avec Rorty, ou débattre avec Rorty, ou critiquer Rorty sur ces questions-là. D'autant que Rorty était un démocrate, au moins, lui, mais Rorty pensait que la démocratie, elle serait mieux défendue par le relativisme. Par les temps qui courent, ça me paraît une position terriblement difficile à soutenir. Par les temps de Trumpisme, défendre la démocratie avec le relativisme, il y a le à chacun sa vérité, ou la vérité, c'est qu'une petite tape qu'on donne sur l'épaule des idées auxquelles on est favorable.
ça nous aide pas beaucoup. Donc les Américains, ils ont aussi leur, ils ont aussi leurs problèmes avec ça. On a eu la version French Theory, mais les Américains ont eu aussi leurs problèmes avec les formes de relativisme. Alain ? Oui, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, même si on a déjà brièvement répondu à la question que je voulais poser. Il me semble que dans les dégâts provoqués par la réception de Nietzsche en France, chez des intellectuels ou des philosophes considérés comme de gauche, elle a eu quand même un effet majeur qui a été son anti-hegelianisme. Et à travers Hegel, c'était quand même la domination, l'hégémonie à l'époque du marxisme qui était en même temps visée. Donc c'est un élément qu'on ne saurait sous-estimer, d'autant que là on a évoqué uniquement Deleuze et Foucault, mais il y a du monde autour. Il y a Michel Haar, il y a Pierre Granier, je crois que c'est Pierre son prénom. Granier, il est un peu à l'extérieur de tout ça, d'après ce que j'ai lu. Parce qu'il oui. il n'est pas à l'avant-garde. La critique de Hegel à l'aide de Nietzsche, ou la relation Hegel-Nietzsche, c'est vraiment, comment dire, un thème constant de ces années 70-80. Et beaucoup de gens ont trouvé, avec une certaine délectation, le moyen, les instruments chez Foucault ou chez Deleuze, qui permettaient de sortir de la domination de la dialectique. Donc il y a eu vraiment là un dispositif anti. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que l'idée de dialectique s'en soit remise depuis. Il y aurait vraiment un inventaire à faire. Peut-être c'est une bonne chose, peut-être qu'il ne faut pas revenir, en tout cas à cette version de la dialectique, mais on ne saurait sous-estimer, je pense, l'impact de ces décennies-là. J'en profite pour poser une question plus particulière. Vous avez en général fait un traitement, et peut-être que c'est le cas de Bouvresse aussi, vous avez traité constamment ensemble Foucault et Deleuze. Est-ce que les critiques de Bouvresse sont un peu spécifiées ? Est-ce qu'ils se retournent contre Deleuze de la même façon contre Foucault ? Je réponds sur la première et je te laisse répondre sur la seconde. Juste, je suis assez d'accord, mais là, le tableau du paysage politico-intellectuel du début des années 60 est intéressant. Le meilleur texte que je connaisse sur la question, alors il y a les analyses de Pinto, qui sont excellentes, mais il y a un petit texte de Vincent Descombes dans ce bouquin, ce recueil collectif, Pourquoi nous ne sommes pas Nietzschéens, où il y a à boire et à manger dans ce recueil collectif. Il y a des gens divers qui participent. Mais l'article de Descombes, comme souvent Descombes, est remarquable. Et Descombes connaissait bien les enjeux politiques de cette période-là. Il a commencé du côté de Socialisme et Barbarie, Descombes. Il connaît bien les questions politiques aussi, même s'il en parle peu. Et il y a une analyse des raisons pour lesquelles Nietzsche sert à ce moment-là à se sortir, oui, de Hegel, mais aussi du stalinisme. Et alors, il va très vite, ça demanderait à être développé, mais il y a une analyse qui est assez intéressante, là, historiquement. Qui est complexifiée par le fait que pour Descombes, il a l'idée qu'une grande partie de la matrice de la philosophie française, c'est le séminaire de Koyev sur Hegel. Mais que ce séminaire a été en quelque sorte, ce que raconte Koyev sur Hegel, c'est un Hegel complètement romantique, où on parle essentiellement de la violence dans l'histoire, des renversements et tout, et qui va infuser toute la philosophie française à partir de Bataille, de Blanchot, de gens comme ça, qui assistent à ce séminaire. Et donc une des hypothèses de Descombes qui serait à creuser, ce serait qu'en réalité, il s'agit peut-être moins d'un nietzschéisme rouge que d'un hegelianisme noir. Je crois que c'est la phrase telle quelle. Et donc ici, c'est un truc assez compliqué. Pour répondre à votre question, Bouvresse dissocie assez bien, assez régulièrement Foucault et Deleuze. Deleuze, moi je l'ai cité parce que c'est quelque chose que j'ai quand même pas mal lu, et que souvent il illustre. C'est un bon exemple de choses qui sont critiquées par Bouvresse. Mais sinon, dans le texte des Foudres, il est surtout cité pour son interprétation et la distinction qu'il essaie d'établir entre la volonté de pouvoir et la volonté de puissance. Et Bouvresse essaie de montrer que cette distinction ne tient pas, même philologiquement, qu'elle n'est pas fondée. Quant à Foucault, Foucault est surtout mobilisé par rapport à la question du rapport entre pouvoir et vérité. Dans cet ouvrage-là. Dans l'ouvrage précédent, c'est par rapport au concept lui-même de vérité, puisque Bouvresse
avance l'idée que, globalement, Foucault ne s'intéresse pas au concept philosophique de vérité, mais parle plutôt de choses qui relèvent de la croyance, de l'histoire de la croyance, et de la conviction, et ce genre de choses. Mais dans le livre, c'est dissocié. Il n'y a pas une espèce de paquet cadeau Deleuze-Foucault. Oui, c'est-à-dire que dans le premier volume du diptyque, c'est clairement Foucault qui est bon, parce que c'est la question vérité, pouvoir, connaissance. Bon, dans le deuxième volume, il y a une partie, un certain nombre de chapitres qui sont le prolongement en fait de ce qu'il a écrit dans le premier livre. On en parlait ce matin, mais Bouvresse, il ne s'arrêtait pas. C'est-à-dire que quand il avait fait un livre, qu'est-ce qu'il faisait ? Il allait présenter son livre en librairie, mais il n'allait quand même pas répéter le livre. Non, donc il refaisait l'embryon d'un nouveau papier, et puis ça devenait un nouveau papier, puis ça devenait une conférence, et puis ça devenait, etc. Puis au bout d'un moment, il venait me voir, il me disait, qu'est-ce que j'en fais ça ? Je lui disais, oui, ça devient un bouquin, voilà. Bon, en gros, je caricature, non, je caricature pas. Un certain nombre de fois, ça s'est passé comme ça. Et là, c'est vraiment ça. On m'a demandé, un journaliste m'a demandé pourquoi il est revenu sur Nietzsche après avoir fait le bouquin en 2016 sur Foucault et Nietzsche, mais il n'est pas revenu, il n'a pas décollé, il a continué, tout simplement. Et au bout d'un moment, ça a fait un second livre. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Alors, le second livre, il est à moitié encore sur les mêmes questions qui prolongent. Et puis, il y a cette question née de la colère sur la question politique. Et là, je pense que c'est plus un climat général dont il se souvient de cette époque-là. Il faudrait reprendre un certain nombre de textes. Climat qui n'est pas complètement terminé. J'ai eu la curiosité de jeter un coup d'œil sur un livre qui s'appelle « Pourquoi nous sommes Nietzschéens ?» et qui est paru en 2016, sous la direction de Dorian Astor et de Philippe Jugnon, si mes souvenirs sont bons. On trouve un certain nombre de pointures de la philosophie française. J'ai feuilleté un peu rapidement. Il n'y a pas une ligne sur les positions de Nietzsche. Alors, ils n'affirment pas que Nietzsche était de gauche, ils ne sont peut-être pas aussi... Mais la dimension politique, tout ce dont on a parlé, là, autour de l'égalité ou de l'inégalité, et des deux espèces d'humanité, parce que c'est quand même bien de ça qu'il s'agit, ça n'existe pas. C'est sous le tapis, quoi, en quelque sorte. Bon, donc ça, d'une certaine manière, ça continue, en réalité. Et effectivement, je pense que c'est plus un climat, c'est plus une attitude, c'est plus ce déni de la dimension politique de la pensée de Nietzsche. Et effectivement, comme disait Michel, il y a quelques pages, un certain nombre de pages qui sont consacrées à Deleuze, aux illusions de Deleuze, sur notamment les passages où Deleuze... je ne sais plus, parle à propos de Rousseau, enfin, il y a des choses un peu étranges chez Deleuze. Mais surtout, en fait, il se consacre il y a une dizaine de pages qui sont consacrées à discuter le concept de volonté de puissance tel que Deleuze l'a interprété dans Nietzsche et la philosophie. Mais un des intérêts aussi de ce bouquin, c'est qu'il y a d'autres auteurs. Il y a Clément Rosset, qui est assez souvent cité, et qui était un autre genre de lecteur un peu clandestin de Nietzsche, et un peu hors sentier battu, hors rail. Il y a des choses sur Thomas Mann, le rapport de Thomas Mann. Il y a un texte très intéressant de Thomas Mann sur Nietzsche, et que Bouvresse va chercher et qui commente. Voilà, et c'est toujours pareil. Il avait le souci de ne pas se laisser prendre dans les débats tout faits et dans les rails déjà construits. Donc il allait chercher les auteurs ailleurs qui pensaient intéressant, avec toujours l'idée de mettre ça au dossier, de faire connaître des choses qui lui semblaient intéressantes, et puis il avait envie de les faire partager, parce que c'était un prof aussi. Et vous pouvez retrouver le livre qui se trouve sur le présentoir tout au bout à droite. Merci Jean-Jacques Rosa, merci Michel Baudouin. Et merci à vous. Merci. Et merci à Sophie d'avoir organisé cette journée et cet hommage. Je suis, et je pense que parler aussi au nom de mes amis, nous sommes très très sensibles à ce que tu as organisé, ce que tu as permis. Avec plaisir.